Excellent après-midi. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est votre émission du Grand Forum, comme chaque jour, du lundi au vendredi. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en ce 10 octobre. Votre talk de fin d'après-midi, évidemment, avec aujourd'hui autour de la table, monsieur Amine Sarr, en commençant par la gauche, élu local à la Courneuve. Comment ça va, mon Amine ? Il arrive. Amine, dépêche-toi, là là, c'est quoi ce délire là ? Ils sont pas prêts, c'est incroyable, là, vraiment. Comment ça va, mon Amine ? Je suis là, ça va et toi ? Voilà. Ouais, ça fait genre, je te présente, t'es pas là, tu vois. Ouais. Mais je suis là, voilà, ça y est, t'es là, hein. T'es bien là, hein. Tout va bien. Tout va bien. Mon Ali. Gabal Abina, il est là aussi, fondateur de MDC. Comment ça va, mon Gabal ? Toujours bien, le lundi. Ça va, c'est la belle vie. On revient le week-end, on est tranquille. En plus, sous le soleil, là. Notre directeur commercial, monsieur Ali, est avec nous. Salut, mon Ali. Salut, bonjour auditrices et auditeurs. Bon, tout le monde est là, c'est bon. Tout le monde a pointé. C'est parti pour le programme de cette émission. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. La battle tout à l'heure. Et on va parler de la pénurie de carburant qui se poursuit d'ailleurs. Et la question est toute simple. Approuvez-vous le blocage des raffineries ? Vous êtes 73% dernier comptage à l'approuver, ce blocage des raffineries. Vous continuez de voter sur le Grand Forum FM2. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup de votants pour cette question. Et alors même que d'ailleurs les grévistes ont annoncé poursuivre la grève, étendue même à certaines stations d'essence. Donc ça risque d'être de plus en plus compliqué. Vous avez peut-être eu à faire le plein ce week-end. Si vous en avez trouvé, non, très compliqué. Des kilomètres de queue, des bagarres, des tensions absolument incroyables dans les stations-service. Macron qui dit cet après-midi, on n'obtient rien par la force, dit Macron cet après-midi. Mais il y a la police dans les stations-service, c'est violent. Il barrage et tout, c'est chaud. Justement, Madame Borne est partie à Alger en emmenant avec elle pas moins de 16 ministres sur 23. Ils sont tous là-bas pour cette visite, mais pourquoi faire ? Est-ce qu'on a parlé gaz ? Est-ce qu'on a parlé visa ? Eh bien non. Donc on fera le point évidemment tout à l'heure. Dans notre zapping, c'est un extrait que je vous proposerai de commenter tout à l'heure. C'est Mélenchon qui prend la défense de Capnins. Une nouvelle fois, il a été violent une fois, mais ça ne veut pas dire qu'il est violent. C'est ce qu'il a rappelé. C'est un homme très brillant. On commentera tout cela tout à l'heure. Et puis l'Ukraine, où la situation est montée d'un cran ce week-end après que l'on ait bombardé le pont de Crimée. La Russie a bombardé à plusieurs reprises en envoyant des missiles ce matin sur pas mal d'endroits stratégiques de Kiev. Et Poutine prévient, si on attaque de nouveau la Russie, la réponse sera forte et immédiate, a-t-il dit ce matin. Du coup, est-ce qu'on peut, puisque c'est la demande en tout cas qui a été faite, faire une demande accélérée de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ? On y reviendra dans un instant. Et puis dans le fait du jour, on parlera du budget 2023 où, ça y est, on l'a presque appris aujourd'hui, c'est le fameux 49.3 qui pourrait être utilisé et annoncé cette semaine pour faire passer ce budget parce que l'opposition n'en veut pas. Restez avec nous, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Deux invités cette semaine dans le LGF, Kamal Abdat. Je sais pas si quelqu'un connaît Kamal Abdat, c'est un comique, un acteur algérien qui va faire son spectacle au Grand Point Virgule à partir du 13 octobre. Et Samira Bramia qui arrive avec un nouvel album en partenariat avec TV5 Monde. Elle sera avec nous mercredi. Voilà pour les quelques invités. Alors, vous le savez, on commence toujours cette émission par des clins d'œil liés à l'actualité, messieurs, dames. Et on va commencer par le décès d'une grande artiste, mon cher Gamal, que tu connais bien puisque tu l'as dessinée. C'est une chanteuse de variété française que l'on a surnommée La Môme. Elle est décédée le 10 octobre 1963. Madame Piaf.
La Môme Piaf, avec évidemment ce grand succès. J'ai choisi de vous faire écouter en clin d'œil musical. Décédée en 1963 du côté de Grasse, je crois, et elle est née à Paris en 1915, Madame Piaf, qui a une vie assez mouvementée, Gamal. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. D'ailleurs, il faut souligner deux choses importantes la concernant, en dehors du caractère tragique de la perte de Marcel Cerdan et de la chanson qu'elle a laissée, qui était un hymne à l'amour pour le coup. C'est le fait qu'elle est née, on suppose, dans le 20e arrondissement, sur les marches d'escalier que nous connaissons très bien d'ailleurs. Et surtout, c'est quelqu'un qui est un personnage qui a des origines multiples. On se doute bien qu'elle était pauvre, évidemment, mais pas seulement. C'est qu'elle a des origines marocaines, contrairement à l'idée reçue, pas algérienne, c'est un mythe. Marocaine d'Oujda. Donc ça, c'est pas ça, la grand-mère. Ouais, bon, c'est quasiment l'Algérie, Oujda. Oui, c'est quasiment ça, mais ça fera un peu plaisir aux Marocains. Et va la payer. Mais en substance, effectivement, les origines marocaines, ça a un sens dans la mesure où c'est le Maghreb qui rejoint la France dans une douleur qu'on a bien comprise la concernant. Et puis l'autre aspect aussi qui est intéressant pour nous, en tant que créatif, c'est qu'on a fait un t-shirt cette année pour consacrer effectivement l'année Edith Piaf qui arrive en 2023. Et c'est un t-shirt qui sera vendu en ligne à la radio et pas seulement. Et l'intérêt pour nous, effectivement, c'est l'idée de se dire que c'est un personnage riche en couleurs et qui vient d'une base sociale très basse comme la nôtre à l'origine, qui est montée et qui a brillé, qui est la personne la plus en vue, la plus connue au monde dans le domaine artistique français, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'Edith Piaf aux États-Unis, tout le monde connaît, il n'y a aucun problème. Elle a été beaucoup reprise dans les films des années 30, 40. Énormément de succès. Ouais. Et une femme qui était une star internationale. Absolument, c'est la plus grande star. Il y avait Chevalier, mais était un peu décrié, mais elle vraiment c'est la vraie star internationale. Ouais, Amine. Piaf. Bah évidemment, moi j'ai le souvenir de ces chansons qui résonnent là, les passages que tu viens de diffuser. J'étais un peu nostalgique. J'ai vu que tout le monde était en pleine méditation là, donc on voit même qu'aujourd'hui elle continue d'impacter le domaine artistique qu'elle a su pleinement représenté en France et je crois c'est un peu notre patrimoine à tous. Tout à fait. C'est ça. Ali, Piaf. Oui, patrimoine de la musique française. Tout le monde effectivement la connaît, ses chansons, ses airs, sa vie avec Marcel Cerdan. Et puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement la chanson que tu viens de passer, je crois que tout le monde la connaît. Bah oui. Et ce qui est bizarre, oui, non, mais celle-là, tout le monde connaît. N'a pas l'amour, effectivement, c'est quand même une grande dame. Ouais. Alors, autre clin d'œil, il est politique celui-là, et c'est en 2005, un peu plus près de nous. C'est Angela Merkel qui devient la nouvelle chancelière allemande, et elle remplace. Est-ce que vous savez de qui elle a remplacé? Schröder. Bonne réponse. Gerhard Schröder. Une vie de chancelière assez tumultueuse quand même, comme le rappelle ce reportage. Et si Angela Merkel se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'elle a été bien mal élue, avec seulement un tiers des votes, ce qui ne va pas améliorer sa position au sein d'un parti qu'il n'a jamais vraiment accepté. Femme, protestante, née en ex-Allemagne de l'Est, Angela Merkel avait tout contre elle aux yeux des barons de la droite chrétienne allemande. Nora Boubetra. Elle a souvent été la première, Angela Merkel. Première femme présidente des chrétiens démocrates en 2000, une révolution en soi, dans un parti où les hommes ont toujours dominé. Elle a grandi en Allemagne de l'Est, Angela, et enfant déjà, elle excelle dans sa scolarité. Cette fille de pasteur protestant, future physicienne, collectionne alors les prix de mathématiques. Entrée en politique, l'élève modèle deviendra à 36 ans la plus jeune ministre de l'histoire de l'Allemagne. En 91, après la réunification, Helmut Kohl lui offre le portefeuille de la famille et de l'éducation. Femme, issue de l'ex-RDA, elle est son ministre à Libye. Les gros calibres de la CDU n'imaginent pas alors que cette jeunette sera un jour leur chef. Mais elle est obstinée, Angela Merkel. C'est sans doute cela qui lui a permis de se hisser au sommet de l'État en moins de 15 ans, un record en Allemagne. L'ascension d'Angela Merkel s'est d'abord construite sur la déroute de son propre parti, miné par le scandale des financements occultes. Helmut Kohl est au cœur de la tourmente et au plus fort de la crise, elle n'hésite pas à lâcher son mentor. Ses détracteurs lui reprochent sa froideur et son ambition démesurée. Son grand rival, Gerhard Schröder, l'accuse lui d'être un produit politique. Si je suis un produit politique, alors je suis un produit politique de la réunification allemande, avec des racines de l'Est, et j'en suis fier. Angie, comme l'appellent ses partisans, a su redresser son parti en utilisant notamment les échecs des sociodémocrates
mais aussi en remodelant son image. Fini le temps des coupes carrées et des tenues démodées, longtemps objet de critique. La candidate conservatrice a su se métamorphoser. Le maquillage est coquet, le brushing impeccable. Angela Merkel, 51 ans, a adouci son apparence pour séduire les Allemands. Madame la chancelière devra maintenant imposer ses idées libérales dans le cadre d'une grande coalition gauche-droite. Si vous deviez qualifier le mandat, enfin, si on peut appeler ça un mandat, de Madame Angela Merkel, qui vient de se terminer d'ailleurs il n'y a pas longtemps, Ali? C'est une dame qui a la caractéristique d'avoir consommé 3-4 présidents français, de mémoire, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Oui. Hollande était président. Oui, il a été président. Je crois qu'il était ridicule. Beaucoup d'humilité, mais tout en étant très très ferme. Et quoi qu'on en dise sur le plan économique, on peut dire que ça ne peut être qu'un succès, puisque quand même l'Allemagne reste le premier pays exportateur en Europe, balance commerciale excédentaire. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, je crois. Je crois que d'ailleurs Hollande était son préféré. Ouais. Non, mais c'est pas une connerie, sans doute celui avec lequel elle arrivait à ses fins. Ouais. Oui, voilà, plus facilement. On se demande de quelle manière d'ailleurs. On n'ira pas plus loin dans les champs. Cela ne nous regarde pas. Évidemment. En un mot, le résumé de Madame Merkel, Monsieur Amin Saha. Pour moi, c'est le Macron à l'allemande, quoi. C'est-à-dire qu'elle a gouverné au centre avec une coalition faite de pêle-mêle. D'ailleurs, c'est ce qui lui a été souvent reproché. Mais la ligne principale, c'était surtout le libéralisme économique. Et je crois qu'elle a su en 3 ou 4 mandats. Alors, je sais même plus. Tellement elle a une longévité incroyable. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, voilà, elle représente. C'est terminé cette année, je crois. 2021. 2021. Olaf Scholz est arrivé l'année dernière. Donc ouais, elle a fait quand même plus d'une quinzaine d'années à la tête de l'Allemagne. Elle a été la femme. Et tout en continuant. La femme la plus puissante du monde. Tout en continuant à faire ses courses au magasin, en poussant son chariot comme tout le monde. Exactement. Et c'est la différence qu'on a avec les Allemands ici en France. C'est ça. Et puis elle est sur le point sans doute d'être détrônée par la future prochaine femme la plus puissante d'Europe au moins, sans doute Giorgia Meloni. Je sais pas si Giorgia Meloni devrait prendre la présidence du Conseil si tout va bien pour elle. Voilà. Bah oui, Gamal. Giorgia Meloni. Georgia les melons. Ta nouvelle copine. Georgia les melons, ce qui est très. Je vais parler d'abord de Merkel, peut-être avant d'Angela, ou je sais pas, comme vous voulez. Meloni, effectivement, elle s'appelle Georgia, c'est ça? Oui, Georgia, oui. C'est quelqu'un qui, quand même, à 18 ans, faisait l'apologie de Mussolini. Et moi, ce qui m'impressionne sur le plan temporel, c'est que Mussolini fait sa marche sur Rome avec ses chemises noires en 1922. En 1922, vous entendez bien. Et qu'elle arrive au pouvoir, elle aussi, en 1922, quasiment. En 2022, excuse-moi. 100 ans après. 100 ans après, donc quasiment 100 ans jour pour jour. Meloni, c'est vraiment ce qu'il y a de pire en Europe en matière de populisme. Mais en même temps, elle arrive parce qu'il y a des crises multiples qui se sont succédées. Et que l'Italie est, je le rappelle quand même, l'État qui a fondé le premier État fasciste d'Europe. Faut jamais oublier ça. On est en avance en Italie. Il y a toujours une avance sur beaucoup de choses. C'est un véritable laboratoire politique, à tout point de vue. Même la constitution de l'État italien, avec ce système fédéral, le Nord, le Sud, bref. Concernant Merkel, alors très rapidement, c'est bien d'être dit, effectivement, c'était la femme la plus puissante du monde, et pour cause. La femme la plus puissante d'Europe, parce que c'est la première économie d'Europe. Il faut bien être clair que l'Europe, c'est l'Allemagne, contrairement à l'idée reçue. C'est le wagon de l'Europe. L'euro a été construit sur la base de la parité du Deutschmark, d'accord. La Banque Centrale Européenne est une pâle copie de la BUBA, de la Bundesbank. Voilà, absolument. Et c'est à Francfort, tout à fait. Donc, Merkel, c'est quoi? À Francfort. Merkel, c'est quelqu'un qui était effectivement de l'Est, ça a été rappelé, qui est un vrai produit de l'Est et qui a complètement tourné son idéologie, qui était plutôt à gauche, vers une idéologie de centre-droit, on dira. C'est quelqu'un qui a su faire du Macron, c'est vrai, avant l'heure, j'aime bien la remarque, même si c'est pas du tout Macron en termes de style, et c'est quelqu'un qui a pour elle au moins une qualité, c'est qu'elle a su développer, parce qu'elle était de l'Est, c'est ça qui a fait la différence, elle a mis le paquet sur l'industrialisation à l'Est. C'est-à-dire que les industries allemandes se sont massifiées dans les pays, les ex-pays qui avaient été martyrisés par le nazisme. Pour rattraper le retard. Pour rattraper le retard. Et aujourd'hui, l'Allemagne, c'est 3700 milliards de PIB, d'accord, avec une balance commerciale ultra excédentaire et qui devient, on va parler dans quelques minutes, je pense, un pays cible des États-Unis. J'en veux pour preuve qu'elle vient juste de payer, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, l'Allemagne vient de payer la dernière ligne de crédit qu'elle avait par rapport à la dette de guerre de 45, donc elle vient de finir sa dette. Et aujourd'hui, on va lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à son industrie parce que les États-Unis considèrent que le seul pays rival des États-Unis, c'est l'Allemagne. Bon, et puis pour terminer un clin d'œil, en 1954, c'est la création du Front. 54
Oui, Front de Libération Nationale, le FLN. Ouais, absolument. Voilà, dans un instant, on parle du budget 2023, ça pose problème et on va devoir probablement, très certainement utiliser le 49.3 pour le faire passer, puisqu'il est présenté aujourd'hui au Parlement. C'est tout frais, c'est le fait du jour et ça arrive dans un instant, ne bougez pas sur France Maghreb 2. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Monsieur Ali, Monsieur Gabanabina et Monsieur Amin Sarek qui sont avec nous sur France Maghreb 2. Le fait du jour, c'est l'actualité toute fraîche, toute chaude. Et oui, c'est maintenant que ça commence. Le budget 2023 arrive dans l'hémicycle. C'est arrivé depuis 16 heures qu'il est présenté. L'opposition ne votera pas. Le blocage annoncé avec un scénario désormais inévitable, celui du recours au 49.3, conséquence directe de l'absence de majorité absolue pour l'exécutif. Cette fois, le gouvernement ne pourra pas s'appuyer sur les Républicains qui se sont d'ores et déjà prononcés contre le budget. Le 49.3 pourrait être ainsi utilisé en fin de semaine et évoqué dès ce mercredi en Conseil des ministres, étape indispensable avant d'y avoir recours dans l'hémicycle. Emmanuel Macron pourrait par conséquent l'annoncer le même jour à l'occasion de la nouvelle émission politique de France 2 dont il est l'invité cette semaine. Alors au sein de la majorité, personne ne se fait d'illusions sur le recours au 49.3, mais le calendrier divise. Plusieurs cadres plaident pour son utilisation rapide au regard des positions connues des différents groupes. D'autres sont partisans d'une méthode plus constructive en laissant sa chance au dialogue afin de justifier son très probable usage par l'obstruction attendue des oppositions. Le texte mobilise l'ensemble des députés qui ont déposé de très nombreux amendements, plus de 3500 exactement, illustration d'une volonté de participer au débat pour les uns, de faire de l'obstruction pour les autres. Ça s'annonce mal barré pour l'exécutif. Gabanabina. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec la méthode de l'époque 49.3. Bon, celui qui avait le plus utilisé, on s'en souvient. C'était la bagarre en cohabitation. Aujourd'hui, c'est une sorte de cohabitation qui n'y pas son nom. Mais on parle de budget, là, donc on parle de choses très graves. On parle de déficit chronique, on parle de financement de certains postes et de réduction de moyens pour d'autres. On parle de tensions sociales monumentales qui sont à venir avec cette inflation galopante. Et on nous parle d'un budget. Je vais donner un exemple très concret par rapport aux bêtises gouvernementales. Parce que là, on parle du concret. Tout le monde a parlé de l'essence, où il y a des difficultés. Et le gouvernement a trouvé que c'était une bonne idée de proposer une sorte de subvention dans certaines stations, apparemment, une subvention de 30 centimes par litre pour faire en sorte qu'effectivement, on ne supporte pas trop lourdement l'augmentation excessive, abusive et spéculative du prix de l'essence. Et bien, il se trouve que ça tombe en même temps qu'un mouvement social qui est arrivé et qui fait qu'on n'approvisionne plus les pompes. Donc, les cuves sont vides, les gens sont précipités pour bénéficier en plus de cet avantage qui prend fin au 1er novembre. Donc là, il y a une course contre la montre. Ça a donc accéléré la précipitation vers les pompes à essence. Bilan des courses, les pompes sont vides, surtout Paris. Maintenant, la région parisienne, il y a même des propositions de solutions sous forme d'appli pour essayer de trouver des pompes qui soient plus ou moins vides. Mais j'ai assisté quand même à des séquences assez violentes avec de la police sur place, avec des barrages. On est vraiment un pays qui commence à montrer des tensions assez inquiétantes. Et donc là, on parle d'un budget, c'est le budget le plus important de l'État quand même. J'allais dire, la loi de finances, le budget de l'État, c'est essentiel. Ça donne le là pour un an. Si il passe au forceps avec le 49.3, il va accélérer le processus de rupture sociale. Et là, on risque d'avoir des problèmes. Et en même temps, l'opposition joue son jeu d'opposition, comme elle est minoritaire, elle va jouer la carte des amendements, on va plus finir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une France qui est fracturée, dans un pouvoir qui n'a plus le pouvoir total qu'il avait, et dans une négociation qui se fera, et qui durera des jours et des jours, et qui passera par la force d'un chef d'État qui a une surpuissance liée au système gaulliste, malheureusement. Amine, ce budget 2023... Première difficulté pour l'exécutif là pour cette rentrée, j'ai envie de dire. Alors moi je n'ai aucun doute sur le fait que le recours au 49.3 sera utilisé parce que déjà depuis quelques semaines le président de la République jauge l'hémicycle avec un certain nombre d'annonces, notamment sur la réforme des retraites, sur la loi immigration qui devrait être proposée d'ici l'an prochain. Clairement, il va y avoir un recours au 49.3 parce que d'ores et déjà, le groupe Les Républicains, qui était sans doute celui qui pouvait
apporter cette petite force d'ajustement pour permettre à la majorité présidentielle de passer d'une majorité relative à une majorité absolue. Il est clair que ce ne sera pas le cas. D'ailleurs, je crois qu'il y avait M. Bellamy ce matin chez France Info qui a rappelé encore une fois que les Républicains ne serviront pas de force d'ajustement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est que ça va sans doute accélérer aussi le recours à la dissolution. Parce que l'utilisation du 49.3 aujourd'hui est limitée dans la fréquence. Et donc, s'il est utilisé pour ce projet de loi de finances, quid de la réforme des retraites, quid des autres réformes qui doivent arriver derrière. C'est vrai. Et donc, on n'imagine pas ni le groupe de la NUPS ni le Rassemblement national apporter son soutien sur ces textes-là. Alors peut-être que les Républicains, parce qu'ils feront passer un certain nombre d'amendements, se verront octroyer quelques privilèges pour venir renforcer la majorité au moment de ces deux votes-là. Mais clairement, là, on fait de la comment dire, de la politique fiction, quoi. C'est-à-dire que si il y a un recours au 49.3 aujourd'hui, la dissolution ne devrait plus trop tarder derrière. Ouais, Ali, 3500 amendements déposés, hein. Ça promet quelques heures de débat. Disons que là, ce qui paraît quand même un peu bizarre et étonnant, c'est qu'on sort d'élections législatives qui nous ont dressé un paysage où le président a vu qu'il n'était pas en position de force, le gouvernement n'était pas en position de force. Je pense qu'à mon avis, il était préférable et souhaitable, quand on met un budget, lorsqu'on sait qu'on n'a pas la majorité absolue et qu'on veut éventuellement, et plus sortir dans ces appareils de négociation avec les LR ou pas les LR, peut-être certainement discuter le budget, prendre le temps et discuter peut-être avec, peut-être éventuellement les Républicains, ou peut-être tenir compte du contexte déjà national, qui déjà est difficile, un contexte international sur lequel personne ne peut faire aucune prévision. Donc il eût été préférable, je pense, que au lieu de dire je vais passer en force avec le 49.3 parce qu'en France on dispose de ce genre d'outils, parce qu'effectivement, comme tu l'as bien souligné Gamel, il est clair et net que dans le contexte dans lequel on est, on va aller tout de suite au devant de graves problèmes. 49.3, c'est de l'habillage politique, mais sur le terrain, ça va donner quoi? Ça va donner des blocages sociaux, ça va donner des grèves, et on va repartir dans... Donc je n'arrive pas à comprendre ce gouvernement qui sait qu'il n'a pas été élu avec une majorité absolue. On parlait avant de l'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on ne pense pas au pays, on prend le temps d'avoir une vraie concertation, qu'on discute, parce que le contexte, surtout international, est très très difficile, et peut-être à faire des réajustements. C'est vrai, sur le plan, tu as parlé avant de problèmes sociaux, c'est vrai, par exemple, les retraites, est-ce que sincèrement c'est la priorité aujourd'hui? On ne sait pas trop. Il y a une inflation que même M. Bruno Le Maire ne maîtrise pas. On parle effectivement de l'inflation sur le produit, les denrées alimentaires, avec un chômage qui va certainement peut-être augmenter, avec peut-être les problèmes liés à l'énergie. Donc moi je comprends pas comment dans un contexte comme ça, parce que d'un côté le président te dit c'est la guerre, donc c'est un contexte difficile, et d'un autre côté il te dit moi je vais faire tout seul et je vais faire comme ma tête me le dit. Tu peux, je sais pas, moi je pense qu'il y a de bonnes idées peut-être du côté des LFI, peut-être pas tout prendre, peut-être aussi des côtés républicains, mais moi je comprends pas comment ça se fait qu'on n'arrive pas à travailler dans une notion de consensus. Après le 49.3 c'est de l'habillage, 3500 c'est une perte de temps, après ça va faire quoi? Il va y avoir des grèves, on va sortir la police, on va taper, et ainsi de suite, c'est un peu, sincèrement, moi je trouve ça comme sincèrement un manque de responsabilité. Là, on est clairement dans la posture politique, c'est-à-dire que le vote du budget, c'est ce qui détermine si on est dans la majorité ou dans l'opposition, quel que soit l'instant. Tu penses que cette issue, en cas de recours au 49.3, Amine, entraînera de facto une dissolution de l'Assemblée? Ça va crisper de plus en plus l'Assemblée nationale qui se voit retirer ses pouvoirs de législateur, et donc voilà, la discussion, le dialogue, etc. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que qui propose la dissolution, c'est le président. Oui. Ah oui, non, mais ça, je parle pas de la dissolution, je parle du 49.3. Ah oui, le 49.3. Après, c'est un texte qui est prévu dans la Constitution, que le président russe. Voilà. Article 49, alinéa 3. Voilà, c'est un texte qui donne un pouvoir. On dit 49.3, mais c'est vrai qu'on n'explique pas souvent de quoi il s'agit. Donc, c'est un texte. Non, mais si ma question est toujours valable, Amine. Est-ce que s'il doit recourir au 49.3,
est-ce que ça fragilise un peu la majorité? Est-ce que ça va pas faire naître non, parce qu'il a déjà annoncé, mais l'envie un peu plus, j'ai envie de dire, de dissoudre l'Assemblée, peut-être pas maintenant, mais plus tard. En fait, à partir du moment où le chef de l'État et le Premier ministre engagent la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, de fait, ça l'affaiblit. Et donc, c'est une cartouche qui est tirée, et derrière, après, il faut trouver d'autres moyens de constituer une majorité pour voter les textes. Et en l'occurrence, on l'a entendu, l'ensemble des groupes parlementaires l'ont dit, sur la réforme des retraites, sur la loi immigration, il n'y aura pas de majorité, ou en tout cas très difficilement. Alors sans doute que peut-être qu'ils trouveront les moyens de composer une majorité absolue pour voter les textes, mais ça me paraît quand même un tout petit peu compliqué. Donc l'issue de la dissolution semble quand même être un cap qui va être franchi à un moment donné. Sincèrement, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que celui qui a le choix de le faire, c'est le président. Et Macron est très très loin d'être un imbécile. Il s'est entouré de gens très incompétents. On parlait tout à l'heure le maire. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il sait que ces incompétents ne vont jamais s'opposer à lui. C'est clair. Il a un parterre de béni oui-oui, dont les compétences, on a vu le maire quand il nous a annoncé qu'il allait écraser la Russie économiquement, ce genre de stupidité, on va même pas parler de Chiappa ou toute cette collection de plaisantins dont on sait maintenant qu'ils sont très peu compétents, ces gens-là lui servent la soupe. Ce sont des béni oui-oui. En revanche, le fait de dissoudre, ça veut dire quoi? Ça veut dire commettre l'erreur que Chirac a commis en son temps, une erreur stratégique qui lui a coûté 2 ans de cohabitation. Alors, évidemment, ça peut lui rendre service de dissoudre parce qu'il n'aura pas la majorité et qu'il sera en cohabitation et là, il y aura la bagarre pendant les 4 années qui restent. Il ne peut pas prendre ce risque. Et de l'autre côté, Macron, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, la mêlée. C'est quelqu'un qui est complètement plane. Donc, je ne crois pas qu'il prenne ce risque-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que, et c'est là où je te rejoins, sur le découpage des votes, parce qu'il y a la loi immigration qui est dedans, ça c'est pour séduire l'extrême droite. Elle ne peut pas s'y opposer. Donc il risque, et c'est ça qui est inquiétant, parce qu'il y a une extrême droitisation de l'Europe, il risque de s'appuyer en partie sur l'extrême droite et sur les républicains les plus à droite pour obtenir gain de cause. Donc il va négocier sur les questions sociales pour pouvoir taper sur l'immigration. Et là, on peut se poser la question de ce que vaut maintenant cette République. Mais je comprends bien ta comparaison entre la dissolution engagée par Jacques Chirac en 97 et Emmanuel Macron. La seule différence, c'est que Jacques Chirac l'avait fait lors de son premier mandat. Absolument. Emmanuel Macron est dans son second mandat. Et donc il n'a pas d'enjeu en 2027. Donc la différence, elle est importante parce que la position, à mon avis, je dis pas qu'il va dissoudre dans les semaines à venir. Je pense que c'est quelque chose que après l'hiver, il va attendre d'avoir le moment propice avec toutes les conditions réunies. L'ANUPS qui est quand même en train de se disloquer, ils sont d'accord à peu près sur rien. Donc tout ça va renforcer. Alors la dissolution, elle peut à la fois renforcer la majorité, mais aussi renforcer le Rassemblement national. Amine, Gamal, Ali, il y a un truc que pourrait faire Macron pour éliminer d'ores et déjà Darmanin. On sait qu'il a très envie d'aller en 2027. C'est de dissoudre, d'éventuellement de gagner et de mettre Darmanin Premier ministre. Et il le crame total. Faut être un peu sérieux. Bah oui, mais il le crame Darmanin. Non, mais il n'y aura pas de drame. Enfin, je veux bien qu'il y ait des médiocres, mais Darmanin, c'est le sommet de la médiocrité. Il faut être très clair. Mais c'est vrai. Pour l'instant, il agit habilement. Non, il est pas habile. Il est bourré et maladroit. Celui qui était habile, il y a eu deux ministres de l'Intérieur qui ont atteint la tête de l'État. Sarkozy, et qui était l'autre ministre de l'Intérieur qui était à la tête de l'État François Mitterrand. Donc ces deux ministres de l'Intérieur qui ont été habiles parce que c'était dans deux styles différents. Donc, oui, diamétralement opposés. Dans un cas, il y a un type posé, force tranquille, puis de l'autre côté, il y a un petit excité un peu populiste. C'est qui la force tranquille? C'était Mitterrand, c'était son slogan. Excuse-moi, la force tranquille. Attends, je le déteste. Donc c'est pas le problème. Tranquille, merci. Non, force tranquille parce qu'il était malin. Il a fait 2 mandats. Voilà, c'est tout. Là, il a réussi à gagner, l'autre me perdait. Alors qu'il était détesté en 83. Mais bon, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ces deux ministres de l'Intérieur ont obtenu parce qu'ils ont été stratèges. Là, on parle d'un type qui est volubile, surexcité, qui a un charisme de poulpe et qui voudrait atteindre le sommet de l'État. Je suis désolé. Si ce type-là arrive à la tête de l'État, moi je vais être président. Parce que quand même, il y a des limites. On est en 2027. Dans un instant, moi je parrainerai Gamal. Merci. Dans un instant, moi j'aurais bien voulu qu'il parle de budget de guerre. Parce qu'il nous annonce qu'on entre en guerre. Et dans un budget de guerre, c'est important de justement. Et on en parle justement de la guerre en Ukraine, avec un tournant dans cette guerre en Ukraine dans un instant sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, Ali et Amin Saha. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum.
Le LGF, merci d'être avec nous ce lundi 10 octobre. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. D'ailleurs, faut penser à payer votre taxe foncière le 15 octobre, les gars. Je la paye aujourd'hui. Non, c'est le 10. Non, c'est le 15. Ah bon? Bien sûr. Attends, t'as 5 jours de plus. Moi, j'ai 15. Le 15 octobre, taxe foncière, ceux qui sont propriétaires. Il n'est pas propriétaire, Gamal. Jamais, tu rigoles. J'ai été il y a 20 ans. Bah oui, c'est bon. On va parler de la guerre en Ukraine, les amis, parce que y a eu des éléments nouveaux ce week-end, et notamment on a fait sauter le pont de Crimée, ce qui a un peu embarrassé la Russie pour notamment alimenter les militaires sur le terrain. Et ce matin, en réplique, des bombardements, des missiles russes qui ont été tirés dans différents endroits du territoire ukrainien. Et Poutine qui menace de nouveau en disant attention, si on attaque de nouveau la Russie, la réponse sera forte et immédiate. Est-ce qu'on est dans un tournant de la guerre là pour le coup avec ce pont de Crimée qui a été sauté, qui est un point stratégique pour alimenter notamment, je crois, les militaires en armes, Gamal, toi qui connais bien le sujet. Ah oui, je vais encore en parler ce soir d'ailleurs sur L24 News pour me faire ma pub. Mais oui, effectivement, on est dans une position qui est extrêmement tendue et malheureusement, je l'ai dit des dizaines de fois. On a énervé Poutine. C'est-à-dire qu'il a perdu une bataille qu'il a beaucoup mis en colère. C'est une bataille, c'est pas la guerre évidemment. Qui est qualifié d'un dictateur, d'un criminel de guerre par tous les médias, les dirigeants occidentaux. Bon, j'aurais aimé entendre ça quand on parlait de Ben Salman, quand il continue d'ailleurs à bombarder le Yémen. Bizarrement, on n'a pas le même traitement. Et pourtant, c'est un pays qu'il a envahi, qui est souverain, qui n'avait pas de raison d'être attaqué. Ça, on peut discuter. On est exactement dans la même situation. Tout à fait. Donc, j'aurais aimé entendre aussi par rapport au Haut-Karabakh, parce qu'il s'est positionné quand même, Poutine, en faveur des Arméniens. Je dis pas qu'ils ont tort. Je dis que le Haut-Karabakh est en Azerbaïdjan, et pour autant, l'Occident soutient Poutine à ce moment-là. Ça les dérange moins. Par contre, ce qui est amusant, ce qui est grave, je veux dire, ça, c'est une chose qui est très grave. J'ai dit à de nombreuses reprises à des détracteurs et des politiques, pourquoi n'encouragez-vous pas la négociation pour sortir de cette guerre qui est perdue pour l'Ukraine depuis le premier jour? C'est pas parce qu'ils ont gagné une petite bataille que la guerre sera gagnée. Maintenant, les Russes vont mettre sur le terrain 500 000 hommes et il a dit une chose très importante. Et c'est là-dessus que j'attire l'attention des gens. Il a dit, si vous attaquez à nouveau la Russie, vous aurez des conséquences très graves. Il dit de quoi? Il dit pas la Russie continentale classique qu'on connaît. Il a parlé de la Crimée qu'il considère comme étant la Russie. Oui, annexée. Voilà. Donc ça veut dire que pour lui, qu'on attaque la Russie ou le Donbass, c'est la Russie. À partir de là, c'est Casus Belli qui va exagérer effectivement sa réaction. Et ce qui se passe, c'est que le rapport de force a été défavorable sur cette bataille, puisqu'il y avait un Russe pour 8 Ukrainiens. Là, il a remis les pendules à l'heure. On a la même quantité d'hommes, par contre, pas les mêmes armes. Et les Russes sont super équipés. Donc tous ceux qui rêvent actuellement, j'entends les spécialistes de plateau, que la Russie recule ou qu'il y a des difficultés, sont des imbéciles heureux qui ne se rendent même pas compte des rapports de force. L'Ukraine, c'était la 27e puissance mondiale, la Russie la 2e ou la première en nucléaire. Donc il faut vraiment réfléchir au rapport de force. Aujourd'hui, l'Ukraine va souffrir un martyr parce que l'Europe et surtout les États-Unis, qui sont des criminels, et là on parle de criminels de guerre, puisqu'on parle de dictature, les États-Unis vont pousser les Ukrainiens à mourir jusqu'au dernier Ukrainien. Je parlais de soldats. C'est intolérable et il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Et je considère que ce que nous subissons en Europe par rapport à l'énergie, c'est la conséquence de la politique américaine qui impose tout en Europe. Et les conséquences sont dramatiques, on peut en parler aussi. Tiens, on nous annonce qu'on pourrait couper les box la nuit. Box internet. Évidemment, mais pas seulement. Pour trucs énergétiques. On nous annonce, alors là, inquiétude aussi, ça fera l'objet d'une question. Merde, je vais me griller dans le quiz tout à l'heure. On pourrait augmenter la baguette de 40%. 40%, tranquille. 40%, sinon les boulangeries disent on menace de fermer sinon. Mais c'est vrai que le blé ukrainien alimentait les baguettes françaises, c'est connu. La France ne produit pas de blé. Ah si, elle en exporte. Dommage. C'est honteux, franchement. Alors, on va accueillir Jamel qui est avec nous au 01 40 33 9000 parce que le peuple a la parole dans cette émission et on fait pas semblant, on se cache pas comme les autres. 01 40 33 9000. Salut mon Jamel. Oui, salut Christophe, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, ainsi votre famille. Merci Jamel. Tu nous appelles d'où? Je appelle de Paris. T'as trouvé de l'essence? Ah ben, je vous appelle déjà par rapport à ça. Je voulais partager. Moi, je suis un professionnel de la route. Je suis sur Paris. Ouais. Et je fais un taxi parisien. Ah. Et je voulais juste partager une info un peu solidaire avec tout le monde, quoi. Juste. Alors bouge pas, attends, je lance la musique. Je lance la musique. Alerte générale. Avis de recherche au carburant. Voilà. Alors, on t'écoute mon Jamel pour le bon plan. Ouais, parce que nous, en fait, taxi parisien, on a des groupes. On a créé des groupes spéciaux pour SOS Gasoil. On a à peu près des milliers. Vous savez, on a les infos actualisées tous les 5 minutes. En fait, n'hésitez pas, quand vous voyez un chauffeur de taxi, n'hésitez pas de lui demander la station où on peut trouver du gasoil, tout ça, etc. Et deuxième des choses, quand vous cherchez du gasoil, il ne faut pas chercher directement Total. Parce que il faut
Total, il a son propre gasoil, c'est les seuls qui font grève. Il faut voir Shell, vous avez Avia, vous avez parce qu'ils ont leur propre raffinerie, leur propre gasoil. Et tout le monde cherche Total parce que c'est le moins cher. Ouais, et ils trouvent pas les gens. Et une fois qu'ils font la queue, des fois, dès que vous dépassez 1h30 de queue, il n'y a plus de gasoil. C'est 90% en moyen, c'est comme ça. Ouais, c'est Dès ça. que vous dépassez 1h30 de queue, ça sert à rien d'attendre. Mais par Jamel, expérience. pardon, mais il n'y a pas que Total. Hein. Moi, par exemple, vers chez moi, tous les magasins Carrefour, Intermarché, tout ça sont, ça y est, il n'y a plus rien. Ils sont en queue, bien C'est sûr. vide. Oui, parce Jamel, que tout le juste- monde bascule là-dessus. Ouais. Mais Jamel, juste Tout le une, monde bascule là-dessus. Jamel, juste une C'est petite les question. moins Jamel, je sais pas, moi j'ai fait le périphérique ce matin en voiture, malheureusement j'étais obligé de prendre ma voiture. Ouais. Donc côté porte d'Aubervilliers, à peu près Total, 3 ouais. km de... Non. Ah oui, 3 km sur la file de droite. Exactement, ouais. Donc c'est une anarchie, mais impressionnante, Ouais, ouais. digne d'un pays tiers-mondiste. De C'est l'autre ça. côté, quand on arrive, de l'autre côté, on est à peu près à 2 km 4. Moi j'ai filmé en vidéo. Et je suis sorti à Porte de Vincennes. Alors là, j'ai assisté à peu près, et je paye à peu près 250 scooters et à peu près 1 km 4 de file d'attente avec la police qui a été obligée de venir Pour réguler. pour pouvoir réguler ça Mm. avec ce qui s'est passé hier, puisqu'hier vous avez entendu qu'il y avait un monsieur qui malheureusement avec ses enfants à un moment a eu un petit moment de délire et est allé poignarder malheureusement quelqu'un qui est passé devant lui dans la file d'attente. Exactement. C'est C'est un ça. Suisse, hein, le pauvre. Hein. Donc Alors, oui, tout à fait. Il y a une application apparemment que beaucoup de gens recommandent. Gasoil Ça, Now, non, ouais, Gasoil voilà, Now. Essence Gasoil Now. Ça marche pas mal et apparemment c'est réactualisé, ça peut être pratique. Donc Essence Gasoil Now. Merci mon Jamel pour cet avis de recherche. À bientôt. J'en prie. On peut intervenir à n'importe quel moment d'ailleurs hein, pour le gasoil, parce que comme l'a si bien rappelé Ali, on est quand même dans un pays tiers-mondiste. Hein, on est vraiment, c'est rupture de gasoil, d'essence, c'est rupture de tout en fait aujourd'hui. On est dans un pays où il n'y a plus rien. Et Olivier voilà. Véran, il nous avait dit que Il n'y a pas de pénurie. Voilà. Voilà, il nous avait dit qu'il n'y a pas de pénurie. Et comme Madame les- Borne nous a dit comme ça les va masques. largement s'arranger cette semaine. comme les masques. Elle est partie à Alger. Bon, Pire que ça, non, pire que ça, ils ont osé dire qu'ils allaient toucher aux réserves stratégiques pour Oui, alimenter les oui. pompes, ça n'a jamais été fait. Hein. oui, pour l'instant, on attend. Allô, bonjour, qui est avec nous? C'était prévu pour dimanche. Allô? Ok, salut. Alors demain, je précise que demain on fera une émission spéciale consacrée à cela. D'ailleurs, je serai tout seul, pas de chroniqueur, je les fous tous dehors, j'en ai ras le bol d'eux. Tu fais bien. Demain, et j'aurai un invité pour détendre un peu l'atmosphère, c'est Kamel Abdad qui sera avec nous demain. Dans un instant, on continue de parler de l'Ukraine, les amis, pour parler de cette entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et on parle d'une entrée accélérée. Est-ce que c'est possible? De quelle manière? On en parle avec Amin Saha, Ali et Gamal Abina. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Gamal Abina, avec Ali, avec Amin Saha et avec Khadija qui nous appelle au téléphone au 01 40 30 39 000. Je crois qu'elle a une remarque à faire. Qu'est-ce qui se passe, ma Khadija? Khadija? Bon, bah salut Khadija, à bientôt. Écoute, Alors revenons moi- à l'Ukraine, les amis. Revenons à l'Ukraine et à cette demande d'entrée dans l'OTAN. Une demande accélérée. Amine, c'est possible? L'Ukraine rentrer dans l'OTAN? C'est absolument pas possible. Pourquoi? Parce que, Pourquoi? d'abord parce que, comme le disait Gamal tout à l'heure, c'est ce qui motive cette guerre en réalité. Donc ça a commencé depuis 2008, tous ces événements. Donc d'abord une promesse de la part des États membres à l'Ukraine avec je sais plus quel autre pays, mais il y avait un autre pays qui était concerné par cette promesse. Une promesse évidemment qui n'a jamais été tenue. Ensuite, depuis que le conflit a commencé, donc à savoir 2014, depuis que les accords de Minsk ont été complètement bafoués, ils ont, enfin, de part et d'autre. Ça, on l'oublie, hein. À la fois du côté russe, à la fois du côté ukrainien, qui se considérait comme étant lésé dans cet accord et qui n'a pas mis toutes les chances de son côté pour permettre que cet accord puisse fonctionner. Et donc aujourd'hui, les prérequis pour pouvoir entrer dans l'OTAN ne sont pas remplis. D'abord, il faut que vous soyez en bonne entente avec votre voisinage, que vous soyez, que vos frontières soient totalement fixées, ce qui n'est pas le cas, puisque, et Poutine l'a bien compris, c'est d'autant plus la raison qui l'a amené à annexer et à faire reconnaître de par un vote référendaire l'annexion des 4 territoires concernés. Donc non, la situation d'aujourd'hui ne permet pas, et je crois que ce serait dangereux
que d'aller plus loin dans l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ce serait une véritable provocation là. Ce serait plus qu'une provocation, ce serait une déclaration d'abord de ce guerre. serait donner raison quelque part à Poutine qui dit depuis des années vous êtes en train de faire l'expansion de l'OTAN depuis les années 90, ce qui est vrai puisque il y a je crois plus de 30 membres maintenant, il y a la Suède et la Finlande qui doivent entrer dans les mois prochains. Donc ce serait donner raison à Vladimir Poutine que de souscrire à cette adhésion qui, à mon sens, donc pas possible pour toi, Amine. N'arrivera pas. Oui, Ali, est-ce que c'est possible que l'Ukraine puisse entrer parce qu'on voit qu'aujourd'hui avec l'Ukraine tout se passe vite, tout se passe différemment, ils accèdent à beaucoup de choses plus rapidement que les autres. Ce qui est un peu au vu du contexte. Ce qui est un peu étrange dans ce conflit, c'est que fondamentalement, qu'est-ce que ça va changer que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN? Puisqu'aujourd'hui, on apprend que l'Ukraine dispose du matériel américain, que l'Ukraine dispose de ressources militaires, la France, l'Allemagne, le Canada. Donc en fait aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer énormément de choses. Ça va changer qu'il y a des acteurs. Oui, mais aujourd'hui, ça se fait. Alors on apprend aujourd'hui, on le savait déjà, qu'il y a des instructeurs américains qui sont sur le territoire ukrainien déjà depuis 2014, qui sont en train de... Parce qu'on ne va pas nous faire croire à nous que l'armée ukrainienne est développée à un tel point qu'elle arrive à faire face à l'armée russe. Moi, je n'y crois pas. Tout le monde est en train de te dire aujourd'hui que les instructeurs, effectivement, entre les Américains et les Canadiens. Ouais. Donc, quelque part, pour revenir sur ce que dit Amine, effectivement, la genèse même de la guerre, c'était cette notion, effectivement, d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et de l'expansionnisme de l'OTAN. Voilà, donc quelque part, en plus, l'OTAN, pour faire quoi? Pour quel ennemi? Parce que l'OTAN, à la base, c'était pour un ennemi. L'ennemi, il n'existe plus, l'ennemi. Il est où l'ennemi? Donc l'ennemi, ça veut dire qu'on est encore en train de dire que l'ennemi, c'est la Russie. Ouais, alors que... Non, mais justement, oui. Mais c'était le pacte de Varsovie. C'était le pacte de Varsovie n'existe plus, il n'y a plus d'ennemis. Donc l'OTAN, quelque part, n'a même plus... Souvenez-vous, il y a même Trump qui disait que... Même Macron, même Trump disait qu'à limite l'OTAN, ça servait, entre guillemets, ça ne servait plus à rien. Il n'en voulait plus. Macron disait que c'était en mort cérébrale. Donc d'un seul coup d'un seul, on a l'impression que c'est Robocop. Il renaît de ses cendres et du jour au lendemain l'OTAN c'est super, mais ça va apporter quoi concrètement? Le risque c'est l'article 5 du traité de l'OTAN qui implique que si un État est attaqué, donc ça veut dire l'ensemble des États sont attaqués et là ça ferait de fait de l'ensemble des États des co-belligérants dedans. Tu co-libères. Donc ça veut dire que la volonté des États-Unis, parce qu'aujourd'hui, concrètement, quel est le pays dans l'OTAN qui pèse? Qui décide? Les États-Unis. C'est pas la France. Non. D'ailleurs, les adhésions sont envoyées à Washington. Voilà, donc on sait donc quelque part aujourd'hui. Est-ce que c'est possible ou pas, Ali? Moi je dis que c'est pas possible. C'est impossible. Pas du tout. Et d'ailleurs, les membres, c'est pas souhaitable, et les membres ne sont pas d'accord. Ah bien sûr. Il y a pas d'unanimité. Il faut l'unanimité. Il faut l'unanimité des membres. Mais si le patron américain décide de. Non. Il faut limiter les dommages. Pourquoi c'est pas possible? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'un des buts des guerres de Poutine, qui est légitime au demeurant, je parle de ce but seulement et pas le reste, c'est de dire que l'OTAN est à nos frontières et n'arrête pas de pousser alors qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie. Donc la Russie est inquiète à ses frontières, elle a raison. Ensuite et surtout parce que l'OTAN est une organisation effectivement de commandement intégré américain, il faut être très clair, qui a été fait contre le pacte de Varsovie, avant le pacte de Varsovie d'ailleurs, puisque le pacte de Varsovie vient après, à la suite de cette création. Et donc ils le font pourquoi? Parce qu'il y a le danger bolchevique. Sauf que le danger bolchevique a disparu depuis 91 et que depuis 91, les États-Unis ont continué à mentir aux Russes en leur faisant croire qu'il n'y aurait plus d'OTAN. Non seulement ça n'a pas été le cas, mais il y a eu 2 vagues d'adhésion successives. 90-2007, et il faut se rappeler un truc parce qu'il y a quand même une chose importante à rappeler. Je veux bien qu'on diabolise Poutine, mais Poutine avait dit avant 2007, avant qu'on lui mette des missiles à ses frontières, il faut se rappeler que c'est ça qui a déclenché sa colère. Poutine voulait même être membre de l'Union Européenne et de l'OTAN, c'est ça qu'il faut le rappeler. Et que les États-Unis, qui cherchaient à créer un ennemi, parce qu'il y a eu plusieurs périls, il y a eu d'abord le péril rouge, communiste, il y a eu le péril brun d'abord, je dis bêtise, brun nazi, rouge communiste, jaune asiatique, vert islamique, ça ne marche plus puisque les États musulmans qui leur étaient plus ou moins hostiles ont été liquidés.
à part l'Iran, il reste quoi? À nouveau le retour d'un péril qui n'est plus rouge, puisque les Russes sont plus rouges, mais russes. Pourquoi? Parce que l'empire russe reste un empire, quoi qu'on en dise. Et que les États-Unis ont besoin de justifier des 700 milliards, on en parlait il y a 2 minutes, de budget militaire, pour pouvoir continuer à subventionner leurs arsenaux militaires et leurs sociétés qui fabriquent beaucoup d'argent. L'Amérique est une plateforme de fabrication, comme la France au demeurant, d'armement. C'est ce qui reste comme industrie américaine. Et donc l'OTAN est un alibi pour pouvoir justifier de tensions créées de toutes pièces. Et aujourd'hui, si on voulait en finir avec cette guerre, il faudrait pousser juste Zelensky pour lui dire « Écoute, tu ne seras pas soutenu, l'OTAN ne t'aidera pas, c'est vrai. » Le dernier discours de Biden le dit. Il en a conscience qu'il Non, il est très très bête. Hein. C'est quelqu'un de très bête. Hein. S'il n'avait pas été bête, il aurait négocié avec les Russes comme au début il voulait faire. Sauf qu'il est tenu à la fois par les il avait les accords de Minsk, il avait qu'à les respecter. Alors, au-delà de lui, d'engager une élection dans la région. Oui, mais ça préexistait avant le Donbass. Faut savoir ce qui s'est passé quand même, c'est un truc incroyable. Bon, Poutine, c'est pas un mec que j'aime beaucoup, hein. C'est quand même le massacreur des Tchétchènes, voilà, 300 000 morts. Mais Poutine, c'est quelqu'un de cohérent. Qu'est-ce qu'il dit depuis le début? On est en train de faire de la russophobie, et c'est vrai, en Ukraine. Vous vous rendez compte, quel pays au monde allait voter une loi pour interdire de parler une langue? Le seul pays qui l'a fait, c'est l'Ukraine. Contre qui? Contre les russophones. Donc quand on crée un climat de tension comme ça, quand il y a les bombardements pendant 14 ans, et que Poutine, qui a signé les accords de Minsk, qui étaient paraphés et parrainés par l'OSCE, qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine, à ce moment-là, donne un prétexte à Poutine pour envahir l'Ukraine, tout est organisé et planifié. Poutine avait annoncé qu'il allait envahir l'Ukraine la veille. Tout le monde l'a entendu. On a fait semblant de ne pas l'entendre. Les États-Unis le savaient très bien. Ils avaient toutes les positions des Russes, ils les connaissaient à partir de l'observation initiale. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit se poser, c'est quoi? Est-ce que l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN? Non. Mais non seulement l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN, mais les pays qui sont dans l'OTAN doivent sortir de l'OTAN. Voilà où on en est aujourd'hui. Bon, dans un instant. Raison-là, ce sera pas le cas. Oui, dans un instant, une petite demande de Imen pour Gamal Abina. Oui, même maintenant d'ailleurs. Tiens, on va accueillir tout de suite Iman. Bonjour Iman. C'est Myriam. Myriam, pardon. Bonjour Myriam. Comment ça va Myriam? Nous appelle d'où? Je voulais poser une question. Lorsqu'on fait partie de l'OTAN, est-ce qu'on doit pas acheter ses armes aux États-Unis? Tout à fait. Tout à fait. Absolument, c'est presque pratiquement un privilège états-unien. Myriam vient de mettre le doigt là où il très très belle question ça. Merci Myriam. Voilà, parce qu'il me semblait qu'il y avait justement une petite ligne qui disait que vous voulez faire partie de l'OTAN, il faut acheter les armes chez nous. Je peux même confirmer ça parce qu'il y a un pays qui a osé ne pas le faire récemment, c'est la Turquie. Elle s'est équipée en système de défense antiaérien par des missiles S-400 russes. Les Américains ont été très énervés et ont dit, puisque vous avez fait cela, une trahison de la parole donnée de l'OTAN, nous vous refusons la vente de F-16. Conséquence de quoi? Les Turcs ont fabriqué leurs propres avions de combat. Voilà où on est aujourd'hui. Merci. Je pense que l'Europe, ils ont toujours pas compris que les États-Unis veulent appauvrir pour pouvoir enrichir les États-Unis. Tout à fait. Bah oui, ça c'est clair, c'est très clair. Merci Myriam et bon courage, merci à vous. Merci Myriam. 01 40 33 9000, vous pouvez intervenir dans n'importe quel moment dans cette émission. Et je rappelle que demain on fera une émission spéciale consacrée en grande partie au problème de carburant. On va se transformer un peu l'émission en caractère de service. Voilà, vous êtes dans les endroits un peu en difficulté, on va essayer de s'aider entre nous et de faire se prospérer les bons plans, les amis, demain entre 16h et 18h, parce que c'est loin d'être terminé, hein. La grève a été reconduite et ça pourrait même d'ailleurs être étendu à certaines stations d'essence. Hicham Terrak est avec nous, un des membres de l'équipe. Salut mon Hicham. Bonjour. Bonjour, comment ça va mon Hicham? Je me rends compte que c'est vraiment le foutoir en ce moment. Ouais, c'est le bordel, hein, c'est le pays du tiers-monde. Allez, une petite pub et on est de retour dans un instant, on va parler de Mélenche. Jean-Luc. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com. Et j'ai oublié de vous dire aussi que tout à l'heure, dans la belle histoire des génériques qui consacre à une émission que vous connaissez certainement et qui a fait les grandes heures de TF1 à l'époque, c'est l'heure de vérité, présentée par Patrick Sabatier. Ah oui, quelle émission. Ça va commencer. Ça va commencer. Bon, comment il va mon Hicham? Bah écoute, il va très bien, et vous, comment vous allez l'équipe? On va très bien. Est-ce que tu as trouvé de l'essence mon Hicham? Tu te rends compte? Alors oui, franchement, pour de vrai, j'ai réussi pas loin de chez moi à trouver de l'essence. Par contre, ce qui m'a
incroyablement surpris, ça a été la patience des gens, mais aussi l'impatience des gens quand quelqu'un essayait de gratter des places dans la file. Ah ouais, là c'est chaud. Là, j'ai cru voir, et véridique, hein, plusieurs personnes sortir de leur voiture pour une nana qui n'a pas vu la longue file, apparemment, ça peut arriver. Et j'étais fortement étonné de voir le nombre de personnes qui ont tapé à son carreau. Parce que tu dis, les gens sont tendus, très tendus. Bah, quand tu fais 2h30 de queue et que t'arrives et qu'il n'y a plus d'essence, t'es un peu vénère en fait, tu vois. Bon, alors c'est parti, on va parler de mélange dans le zapping quand même. Jingle, non, ça c'est le avis de recherche, ça sera pour demain, l'avis de recherche, on y va. J'avais certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable enfin votre attitude. Mais enfin ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Alors les amis, je voudrais qu'on parle dans ce zapping, prendre un extrait aujourd'hui et je vous propose d'écouter Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon qui était l'invité de France Télévisions hier pour son interview politique et évidemment on lui a parlé de l'affaire Quatennens. Voici sa réponse, écoutez bien, c'est un petit peu long mais c'est un détaillé dans un instant avec vous. On appelle l'affaire Quatennens qui a éclaté il y a 3 semaines, Adrien Quatennens, un de vos proches qui ne siège plus en tant que député mais qui est toujours député. Est-ce que c'est tenable longtemps comme ça encore? Alors, j'ai cru comprendre qu'il faisait l'objet d'un arrêt de maladie, et vous savez que les députés ont aussi le droit d'être malades. De même que, ça n'est pas comparable, ce n'est pas une maladie, mais de même que les députés qui sont des femmes, qui sont enceintes, ont droit à un congé de maternité et à être remplacés par leurs suppléants, il y a une proposition de loi qui a été déposée. Bon. Donc voilà pour ce qui est de l'absence que vous constatez à cette rentrée. Donc ça peut tenir cette situation, vous croyez? Moi je pense qu'il doit revenir. Alors vous savez, vous avez déjà eu 3 semaines de lynchage d'Adrien Quatennens. On n'a tenu aucun compte de la parole de sa femme, ni de la mienne. Bon, au passage on m'a mis dedans. À la fin on croirait que c'est moi qui suis coupable. Bon, tout ça c'est la politique habituelle. Qu'il revienne sur les bancs de l'Assemblée. Mais enfin oui, et je souhaite surtout que cesse le lynchage qui a été fait de lui. Parce que ça, non, c'est un lynchage. C'est une sorte de répétition de gifles politiques qui lui sont données du matin au soir dans tous les médias. Alors moi, j'ai dit mon affection pour lui, c'est un des plus brillants. Alors il faut, mais elle ne le souhaite pas, que je m'exprime à propos de son épouse. Je lui dis aussi mon affection. Je ne suis pas partie prenante de leur divorce, qui apparemment se passe mal, mais je veux surtout dire que Adrien Quatennens est un des éléments les plus brillants qui se soit imposé dans la dernière période. Il a le droit, non pas à la violence, bien sûr que non, et ce n'est pas un violent, parce qu'il a été violent une fois, et il y a de cela plus d'1 an. Il n'a jamais recommencé cette violence. Il a le droit aussi à, la graduation des peines qui lui sont infligées. En fait, vous dites, il peut revenir à l'Assemblée nationale, il doit même revenir à l'Assemblée nationale, et il peut s'exprimer à l'Assemblée. Ben évidemment. Écoutez, ou alors maintenant vous êtes devenu, mais ça m'étonne pas. Hein. C'est la cléricature journaliste décide. Parce que Sandrine Rousseau a dit pour Julien Bayou, il peut revenir, mais il n'a pas le droit de parler. C'est à vous que je m'en prends. Oui, d'accord, mais je vous explique pourquoi je vous pose la question. Je vais pas commencer à créer sur ce plateau des incidents dans la pourquoi je pose la question. Oui, mais moi je vous explique pourquoi je vous réponds comme ça. Parce que vous avez tous les traits du clergé d'Ancien Régime. Lui non plus, il condamnait personne, hein. Mais il établissait qu'il y avait un péché de commis, et ensuite il disait ce pécheur est transmis à la justice séculière, qui le brûlait ou lui arrachait la langue ou je sais pas quoi. Alors, donc là, s'il vous plaît, arrêtez de lyncher Adrien Quatennens. Alors, il est là. Arrêtez d'en parler, laissez cette chose se régler. Maintenant, tout le monde a dit tout ce qu'il avait à dire, et vous n'avez aucune expérience de la vie si vous ne comprenez pas qu'il faut savoir s'arrêter à certains moments. Il appelle à ce qu'on arrête, vous avez remarqué? De lyncher. Lyncher. Je connaissais David Lynch. Lyncher. Il va lyncher. Je lynche, tu lynches. Tu lynches. Nous lynchons. Voilà. Non mais, est-ce qu'au fond il n'a pas raison, Ali Mélenchon? Sincèrement, il a totalement raison. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut être un minimum sérieux. On en a parlé, je crois, la semaine dernière. Les problèmes de la vie privée de Quatennens, sincèrement, ça intéresse qui? C'est pas notre problème, hein.
Nous, l'intérêt, c'est les députés, ils travaillent. S'il a commis dans sa vie privée quelque chose avec sa femme, parce que t'imagines, dans ces cas-là, il y a tous les députés qu'il y a, tu vas attaquer les professeurs, parce que des fois, ils ont été méchants avec des élèves. Moi, j'en veux peut-être plus, peut-être un élève, un professeur qui peut foudroyer la scolarité d'un enfant à vie, peut-être, hein, parce que en étant... en faisant preuve de harcèlement, voire parfois de racisme, tout ce qui s'ensuit, que de la vie privée de Quatennens. Sincèrement, c'est quelqu'un de brillant. Moi, personnellement, je suis pas forcément de son bord politique, mais je trouve brillant, parce que tu peux discuter avec lui, hein, tu peux ne pas avoir le même avis, discuter. Brillant, et je pense que c'est parce que certainement, il devait peut-être prendre la suite. J'ai l'impression que c'est du voici au sein même du LFI, entre eux, des luttes pour savoir qui va prendre la place. Mais sincèrement, c'est honteux. Moi, je trouve ça honteux. Passer notre temps, 6e, 7e puissance mondiale, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes d'essence, il y a des problèmes de baguettes, il y a des problèmes de blé, il y a des problèmes. On est en train de parler de Quatennens parce qu'il a été méchant avec sa femme. S'il a été méchant, sa femme, elle va porter plainte. On est dans un pays de droit, à ce que je sache. Et le pays de droit, s'il estime que cette personne-là doit être condamnée, sera condamnée. Mais tout le reste, sincèrement, c'est forfaiture, faut arrêter tout ça. Au bout d'un moment, c'est même... Sincèrement, c'est honteux. Alors, vous êtes 4, il va falloir être plus rapide. Hein. Hicham, est-ce qu'il a raison, Mélenchon? On en fait trop, il faut arrêter maintenant, ça suffit, on a tout dit. Sur le principe de lever la main sur une femme, non, il n'en fait pas assez. Tu vois, je trouve que ça c'est punissable et blâmable dans tous les sens du terme. Maintenant, je rappelle juste que Darmanin, il a quand même une grosse affaire sur le dos à ce niveau-là, personne n'en parle. Ensuite, je crois qu'il y a... Sauf que Darmanin, c'est terminé l'affaire. Darmanin, c'est fini l'affaire, Hicham. C'est ça la différence. Comment? Darmanin, l'affaire est terminée. Ouais, mais justement, elle n'est pas censée être terminée. Elle peut pas rester. Ça peut pas être terminé. La plaignante, elle, pour elle, c'est pas fini. Bah oui, pour elle. Mais en tout cas, la justice a dit que c'est terminé. Ouais, la justice. Voilà. Mais après, c'est là où justement, je l'aime pas trop. J'aime pas trop le. De quoi, la justice? Non, le tribunal médiatique. Ouais. Mais là, normalement, le tribunal médiatique, il devrait justement faire tout un pataquès autour de ça. C'est-à-dire que si tu parles d'une affaire, parce que c'est vrai que là, il nous bassine avec ça, sur le fond, je comprends parfaitement la plaignante et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, les journalistes... Elle n'a pas porté plainte, hein. Elle n'a pas porté plainte, Madame Quatennens, hein. Rappelons-le, c'est une main courante. Voilà. Non, les mains courantes se sont transformées en plainte. Ah oui? Ah d'accord, j'ai loupé l'épisode alors. Ok. Non, mais ce que je veux dire pour être assez rapide, c'est que soit on parle de toutes les affaires, soit, entre guillemets, oui, mais Mélenchon te dit, Amine, c'est bon, on a tout dit, ça a duré 3 semaines, le lynchage doit stopper. Bah moi je suis parfaitement d'accord avec lui, on en a suffisamment parlé, il y a d'autres sujets bien plus préoccupants, bien plus importants que l'on n'aborde pas suffisamment à mon avis, à savoir les difficultés des Français au quotidien. Et par ailleurs, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, moi Adrien Quatennens, je considère qu'aujourd'hui il doit revenir à l'Assemblée, il doit pouvoir continuer d'être parlementaire, il a été écarté de la direction de la France Insoumise et c'était la bonne chose à faire parce qu'il n'aurait pas pu continuer de représenter sa formation politique en ayant cette affaire sur le dos évidemment, mais pour ce qui est de son mandat de parlementaire, moi je considère que c'est aux électeurs de trancher et donc lorsqu'il retournera devant les électeurs, ils trancheront. Il y a une plainte qui est en cours aujourd'hui de la part de son épouse qui lui permet justement notamment parce que ce qui n'était pas le cas au moment où on en était au stade des mains courantes, il ne pouvait pas être auditionné, il ne pouvait pas s'expliquer. Ouais. La plainte permet de l'entendre, etc. Donc il y a une enquête qui se poursuit, il y aura sans doute des sanctions et moi je suis pas un adepte de la double peine, il est parlementaire, il doit pouvoir continuer son mandat jusqu'à ce que les électeurs en décident autrement. Abina. Qui a sorti les poubelles? J'ai envie de dire un truc simple. D'abord, une main courante, quand on connaît un peu le droit, c'est un signalement auprès de la police quand il y a un problème. Et ça s'est transformé en plainte, tout dit Amine. Hein. Ça, c'est très probable, mais il y a une pression médiatique qui a conduit à ça. C'est une affaire qui a plus d'1 an et demi. Oui. Ensuite, on n'en a rien, mais alors rien à... je vais être vulgaire, foutre de cette histoire. Je trouve, et là je rejoins Ali, je trouve ça intolérable de nous emmerder avec des affaires privées pour une affaire qui n'a même pas, sur un plan de la qualification, j'aime bien les qualificatifs en justice, il y a l'affaire aussi avec ce pauvre Bayou qui est emmerdé comme pas possible pour une affaire dont on ne sait rien, et de toute façon les faits sont pas constitués et ça ne relève pas du pénal, on va pas aux assises pour une affaire comme ça, c'est des affaires qui vont... Là pour le coup il n'y a pas de plainte hein, pour Bayou. Non mais il n'y en a pas, mais au-delà de ça oui mais c'est pas normal, c'est bon, on va fouiller les poubelles, c'est quand même incroyable, quand il y a du pénal, quand on commet un crime... Non mais quand on commet... Non on s'en fout. Quand on commet un... politique, oui ça c'est vrai ça. Quand on commet un crime, un viol, un meurtre, là c'est très grave.
Mais quand on parle d'une affaire qui va aller quoi, au tribunal d'instance, tribunal de grande instance, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que, je rappelle que Quatennens, s'il a mis une gifle sous l'effet de l'émotion, parce que son ex l'a viré... Non, il n'y a pas de peu importe. Bien sûr que c'est. Non, Christophe, en justice, il y a deux aspects. Il n'y a pas à mettre une gifle à sa femme, même si elle t'a énervé. Christophe, en justice, il y a deux aspects. Ouais. Il y a l'aspect action réfléchie et préméditée. Et ça coûte très cher. Et il y a l'aspect dont on parle souvent de l'émotion. On parle de crime passionnel, par exemple. Là, on est dans le degré du délit, de la. Non, c'est même pas du délit, c'est pas constitué. C'est pas un délit, c'est pas constitué, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si le type met une gifle sous un moment de colère, ça signifie qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il l'a refait derrière? Non, on n'est pas sur quelqu'un qui frappe sa femme de façon récurrente. C'est quelqu'un qui, parce qu'il a eu un moment de colère. C'est notamment les arguments qu'il va avancer sans doute. Mais c'est des arguments qui sont recevables. Je dis pas que c'est bien de le faire, parce que c'est là, je frappe. Non, une gifle, c'est jamais anodin. Bien sûr, mais que tu fasses à une femme ou à quelqu'un dans la rue. C'est bien, je t'en mets une. Hein. Non, c'est pas. Non, mais tu vois. Mais en direct. Hein. Non, mais je veux dire simplement, c'est que c'est quand même incroyable. Et là, pas prémédité, ça. Là, je rejoins Ali. D'abord, c'est ce sont pas des crimes. On commence par le début. C'est des affaires quasiment banales qui arrivent tous les jours. Ensuite, on est dans une situation de crise avancée. De crise et de tension. Il y a un type qui a pris un coup de couteau dans une station à essence parce que le gouvernement n'a pas livré comme il avait promis dimanche ses réserves stratégiques, je le rappelle. Il se trouve que pour reprendre le métro, Macron n'a pas hésité à obliger les gens de la RATP à travailler avec un service minimum, mais il n'est pas en mesure d'obliger un service minimum pour alimenter les pompes. Il y a des tensions qui sont en train de se faire jour sur tous les fronts et on nous parle de ce détournement, voici gala, des trucs qui intéressent personne. Moi je dis simplement, je suis solidaire de ce monsieur qu'on emmerde pour rien. Il n'a pas à être embêté sur le plan de la politique, c'est des affaires personnelles qui serait entre lui et sa femme, c'est tout. Bon, merci, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Nous aussi. Je voulais juste en aparté remercier Abdel Kaznaji, qui est l'organisateur du MMA Grand Prix qui avait lieu ce samedi soir au Cirque d'Hiver. J'y étais. On t'y a vu. C'était magnifique. Et alors le banner, mais je sais même pas quel adjectif employer pour dire... Ce mec est une légende, c'est un monstre, le mec. 49 ans. Ouais, c'est clair. 49 ans, premier round, Hicham. Il s'est tordu le genou et il a continué le combat, il a gagné, il a défoncé son adversaire, il a abandonné l'autre. Regarde le violent, il y a 2 minutes pas de gym, non mais c'était la première fois que j'allais voir un spectacle de MMA. Sincèrement, j'ai vu que des KO. Waouh, c'était chaud. Ça, c'est pas de la violence par contre. Ah bah non, c'est pas de la violence. Défoncé. Il n'y avait pas de la Quatennens dans le ring, non. C'est encadré, monsieur Abid. Oui, c'est encadré par les coups. Non, c'est encadré, il y a un arbitre. D'ailleurs, il y a des arbitres. Moi, je suis un pacifiste, j'aime pas la violence. Ouais, bah non, c'était bon. C'était super bien. En plus, j'étais dans le truc VIP. Je tape que sur mes amis. J'étais à côté de Joey Star. Voilà, c'est ça, Joey Star. C'est un grand pote de le banner. Bah alors, par contre, la femme de le banner. À côté de lui, c'est toute petite, une guêpe, une fourmi. En même temps, quelle femme sera à sa taille hein? Ouais, c'est clair, 120 kilos, c'est un monstre le mec, c'est clair. C'était son dernier combat en France. Allez, dans un instant, on file à Alger et je vous annonce que demain, on fait une émission spéciale carburant. J'aurais jamais imaginé dans ma modeste carrière radio faire une émission spéciale sur le carburant. Émission spéciale pour du pain. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aurais jamais imaginé dans ma modeste carrière d'animateur, agitateur de radio, faire une émission consacrée au carburant. Non, après, jamais. Après, tu feras la baguette, t'inquiète pas, il y a plein de produits. Donc demain, c'est le moment de partager les bons plans et tous les chroniqueurs qui veulent venir, ils viennent, sinon ils restent chez eux. Ça m'arrange. Merci à tous, restez avec nous sur France Mario 2 dans un instant. Elisabeth Borne qui est dans l'avion du retour. Hein, ça y est. Elle a emmené quand même pas moins de 16 ministres sur 23 avec elle à Alger. Une délégation de 100 personnes. Pour aller faire quoi? Rien. Alors, dans un instant. Ne bougez pas, le grand forum revient dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF avec Gamal Abina, avec Ali, avec Aminsa et Hicham Terak. Messieurs, parce qu'il y a quelques bonhommes, il y a Nadia de Saint-Etienne qui voulait rajouter quelque chose par rapport à Adrien Quatennens. Salut Nadia de Saint-Etienne, bonjour ma Nadia. Bah elle est partie. Non, je suis là. Bah réveille-toi Nadia, oh, c'est plus l'heure de la sieste. C'est Fatima, c'est pas Nadia. Ah pardon. Déjà si tu utilises pas le nom. Attends. Oui, non mais non, attends. Ouais, stop. J'ai un marteau, faites gaffe. Voilà, faites gaffe. On a un autre. Nous accueillons donc Fatima de Paris, non pas Nadia de Saint-Etienne que je salue. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe. Moi je vais être brève. Je vais dire juste un mot. Oui. Le jour où Madame Sauvage a tué son mari, toutes les féministes se sont élevées
Ils ont trouvé des circonstances atténuantes à Sauva jusqu'à la faire sortir et presque lui faire une statue, lui ériger une statue. Et pour Monsieur Cazeneuve, j'arrive pas à je retiens son nom. Et moi je dis bravo à Monsieur Mélenchon de le soutenir. Dans quelles circonstances il a donné cette juive? Peut-être qu'ils se sont bagarrés, parce qu'il y a des femmes, elles se bagarrent. Elles ont le droit de donner des coups. Mais pour recevoir, non, c'est interdit. Voilà ce qu'il voulait dire. La violence, c'est le refuge des incompétents, ma chère Fatima, tu le sais. Bon. Merci, Nadia. Fatima. Bravo à M. Mélenchon. C'est bon, c'est fait, merci beaucoup. C'est le fan club de Mélenchon qui s'exprime parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Elle a raison. Pourquoi elle a raison? Est-ce que tu as retenu le prénom déjà? Moi, c'est ça que je veux savoir. Fatima ou Fatima. Non, c'est Fatima, arrêtez. Arrêtez. La schizophrénie te guette, mon gars. Tu te rends compte? Je vous demande de vous arrêter. De vous arrêter. Non, mais il a vraiment un marteau en plus. Hein, ouais, très heureusement que t'es pas là, toi, Hicham, parce que. Surtout, il ramène sur la violence, après il a un marteau, le mec. C'est ça. Tu veux une photo? Bah, on va faire une photo. Attends, vas-y, fais une photo. Tranquille. Fais une photo, regarde, elle est belle, la photo. Ah, c'est bon, demain j'ai tous les féministes sur la tronche. Avec des hommes autour de Ah oui, c'est vrai. Je vais passer pour un héros alors, du coup. Hein, pas sûr. C'est ça. Pas sûr. Qui nous appelle? Allô, bonjour. Salam alaikum. Ah, bah là, Nadia. C'est Nadia de Saint-Etienne. Je t'ai entendu, là, tu m'as trop fait rire. J'ai dit, allez, il faut que je les appelle. Ah, bah, c'est gentil, Nadia. Tu vois, tu m'as tellement manqué que j'ai confondu avec Fatima. J'ai beaucoup manqué aussi, mais pour ne rien cacher, il y a des choses qui m'ont tellement mis en colère que je préférais pas appeler parce que j'aurais été un peu dur. Ah bon? Et sinon, pour Caténès, moi, je le soutiens à 1000%. Et j'aimerais bien que quand c'est des ministres, même femmes, qui font de toutes sortes de choses, je ne veux pas les lancer dans la liste, j'aimerais bien qu'il y ait autant de bazar. Je finis par me demander si les médias touchent de l'argent pour faire du Mélenchon bashing et tout ce qui va avec à longueur de journée comme ça. Et même, tu vois Christophe, même Autain, tout ça, toutes les femmes qui étaient chez les Insoumises me déçoivent énormément en ce moment. Voilà. Alors je suis une mélanchoniste, je le resterai. Ma chère Nadia, toi t'es un synthète. J'aimerais que quelqu'un, toi Christophe, oui, qu'est-ce qu'il y a? Pour rigoler entre guillemets, parce que ça me fait pas rire à la base, le voyage qu'elle a fait Borne en Algérie, là, avec tous ses ministres, est-ce qu'il y en a un parmi vous, Gamel, qui prendrait la peine de calculer combien ça coûte pour qu'on leur l'envoie dans la tête après? Il n'y a pas de sous dans le pays, Christophe. Il paraît que Bruno Le Maire nous a dit il n'y a pas longtemps qu'on était à l'euro près, évidemment. Oui, mais moi je voudrais connaître le bilan carbone, moi aussi. Le bilan carbone, oui, c'est vrai. Comment on calcule le bilan carbone? Nadia, votre maire de Saint-Etienne, il est pas commode, hein? Eh ben, t'as vu la sextape à Saint-Etienne? Ah non, c'est chaud, on s'emmerde pas à la campagne. Ils ont pris carrément des mots comme ça, Nadia, sextape. Ah oui, c'est l'affaire des sextapes. Quand il avait un air, une allure, et puis qu'il présentait bien, et puis qu'il a ses amis dans la macroniste et tout, donc ça passait crème, tu vois. Ouais, bon. Et ça n'a jamais été un mec avec sympa, quoi, on va dire quoi. Merci, Nadia, je t'embrasse, à bientôt. Bah oui, c'est comme ça que ça s'appelle, l'affaire de la sextape du maire de Saint-Etienne, Ali. On invente rien. Quoi? Non, mais tu vas pas faire ton minoré choqué? Ah, pas du tout, pas du tout. C'est à moi la mode. Je suis choqué. Je suis choqué. Moi, le maire, il me parle de la ville, de l'école, sextape. Alors, on y va, on file à Alger. C'est pas moins de 16 ministres, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Pas moins de 16 ministres, donc français sur les 23 que compte le gouvernement côté algérien. Eh bien, le geste a été apprécié. Une ampleur inédite pour la visite française qui ne doit rien au hasard. C'est ce qu'a tenu à rappeler Madame Borne. Écoutez. Il s'agissait de mon premier déplacement officiel à l'étranger depuis ma nomination comme Première ministre. C'est la preuve de notre détermination à construire une relation renouvelée entre nos deux pays. Une relation renouvelée, a-t-elle dit, une relation renouvelée qui passe par la question mémorielle. La visite d'Elisabeth Borne commence par le couronne de fleurs déposé en mémoire des Algériens qui se sont battus pour l'indépendance, contre la France bien sûr, mais très vite, via le temps du travail, une réunion dans l'après-midi de CIHN, un comité intergouvernemental informel mise en place il y a plusieurs années et dont la dernière rencontre remonte quand même à 2017. Plus d'une dizaine d'accords signés allant du tourisme à l'agriculture en passant par des startups, mais rien de concret concernant les sujets sensibles, le gaz ou encore pour la France, et la question des visas pour l'Algérie. La visite française qui s'est achevée aujourd'hui avec notamment une rencontre
entre Elisabeth Borne et le président algérien. Puis il y a cette petite photo que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui est assez marrant entre la première ministre française et algérien. Les regards apparemment c'était très chaleureux, très chaleureux. Bon, alors tout ça pourquoi, Gamal Abina? Déjà, il y a une chose qui est certaine. On a été tagué sur Twitter, et j'en parlerai dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Par rapport à une organisation qui s'appelle l'ICAN, donc c'est une organisation qui est pour l'interdiction des armes nucléaires, oui. Et qui a rappelé que durant cette rencontre, où on nous parle beaucoup de questions mémorielles, où les historiens devraient se parler entre eux, on fait l'impasse sur quelque chose, un crime qui a été commis en Algérie, un crime très grave, parce que c'est un crime qui durera 1000 ans. C'est le crime des essais nucléaires à ciel ouvert. Il y a eu 17 essais nucléaires, 13 souterrains, 4 à ciel ouvert. J'en parle à titre personnel parce que mon père a été exposé à ces radiations, malheureusement, paix à son âme. Et je dis quoi? Je dis que la France, qui va en Algérie pour prendre du gaz et du pétrole, pour des accords stratégiques qui sont essentiellement énergétiques, ne propose en contrepartie rien de sérieux. Quand on me parle de start-up, je ris. C'est 10% des start-up qui survivent au terme des 3 premières années, et ça ne génère que quasiment aucun emploi. Quand on parle d'agriculture, l'Algérie n'a pas besoin de la France pour ça, elle a déjà fait le travail. Quand on parle d'histoire ou de sport ou de cinéma, je ris. La seule chose dont l'Algérie a besoin, c'est 2 choses. C'est fixer sa population avec une classe moyenne qui doit se constituer et avec de lourdes industries pour pouvoir enfin passer du stade d'un pays en voie de développement, enfin en cours de développement, à un pays qui est industrialisé. L'Algérie étant la locomotive de l'Afrique du Nord, je le rappelle tout de même, c'est le plus gros PIB d'Afrique du Nord, 195 milliards de dollars, essentiellement malheureusement des hydrocarbures, mais pas seulement. C'est la première puissance économique, la première puissance militaire, la première puissance en termes de superficie, la première puissance agricole d'Afrique du Nord. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est 35 milliards de dollars. Eh bien, l'Algérie aurait besoin d'autre chose que de... Première puissance militaire, j'ai un doute. Hein. Si, l'Afrique du Nord. Je crois. Hein. Non, je parle d'Afrique du Nord, je parle pas d'Égypte. Oui. L'Égypte, c'est considéré comme étant le Moyen-Orient, parce qu'il y a une partie au Moyen-Orient avec le Sinaï. On reste sur l'Afrique du Nord, du Maghreb, si tu veux, pour faire ça. Voilà. Et donc, la première puissance militaire du Maghreb, mais pas seulement. C'est la première puissance en termes idéologiques. Pourquoi? Parce que l'Algérie a entamé après, et je le rappelle, parce que j'aime rendre hommage aux Marocains pour cela, parce qu'on parle beaucoup d'embrouilles entre le Maroc et l'Algérie, après la révolution extraordinaire d'Abdelkrim Khattabi, qui était le premier à avoir libéré un pays d'Afrique, eh bien l'Algérie a obtenu cette révolution en 62. Et aujourd'hui, quand les Français y vont, ils y vont toujours à reculons, pour gratter du gaz et du pétrole, pour avoir des parts de marché et vendre leur ferraille en Algérie, mais pour en aucun cas faire cette colocalisation, que j'appelle de mes vœux depuis tout le temps, je le dis partout où on m'entend, et faire en sorte que, par exemple, au lieu de nous parler de visa, que les Algériens de France, par exemple, puissent investir facilement en Algérie. Je dis que Madame Borne va en Algérie pour prendre du gaz et du pétrole, et en aucun cas pour développer une relation stratégique entre les 2 pays. Sauf qu'on nous dit le contraire. Non, ils mentent. Quand on me dit qu'on va faire des start-up alors qu'on doit faire des usines de grande envergure, je vais prendre un exemple très concret qui me met en colère pour le coup. Et c'est une vraie colère qui n'est pas feinte. Je vais parler d'exemple de Renault. Carlos Ghosn, l'ex-DG de Renault, a installé à l'époque, on l'a poussé un petit peu à le faire, au Maroc, et c'est très bien, et en Algérie, une usine ridicule qui a créé un véhicule qu'on appelait la Symbole, qui est un véhicule que personne ne veut d'ailleurs, qui est inexportable. Le taux d'intégration de Renault était prévu au départ de 5%, ils étaient à 3%, et au bout de 5 ans, avec un marché exclusif pour Renault, c'est-à-dire que Renault vendait des véhicules, il n'y avait pas de concurrence pendant 5 ans. Vous vous rendez compte le deal de dupe? Eh bien, Renault n'a jamais porter son taux d'intégration à 30%. Qu'est-ce que le taux d'intégration? C'est ce qu'on appelle l'environnement économique, c'est toutes ces petites entreprises, ces usines qui fabriquent ce qu'on appelle les équipementiers, qui fabriquent des éléments pour constituer une voiture, pour la fabriquer autour du motoriste qu'est Renault. Renault fabrique des moteurs, il ne fabrique pas des véhicules. Bon. Et donc à partir de là, on a une femme qui arrive là-bas avec des usines qui font des usines de montage, de vulgaire montage, et qui ne propose pas de faire un taux d'intégration à 100%. La vraie relation stratégique, si elle en voulait une, c'est celle que l'Allemagne noue avec l'Algérie dans le sud algérien. Amine. Cette visite, elle est pour moi une mise en scène absolument rocambolesque. C'est-à-dire qu'on a le président Macron qui, il y a 1 an, a clairement tendu les relations entre Paris et Alger. Il y est allé en grande pompe il y a quelques semaines. Alors, sans doute que c'est lié au conflit russo-ukrainien. Aujourd'hui, on a une première ministre qui y va avec la moitié du gouvernement, en grande pompe, pour dire qu'on va parler d'éducation, de commerce, de tourisme, de tout, sauf les questions qui intéressent réellement, à savoir la question mémorielle. Et donc, là-dessus, le président de la République a souhaité prendre la main en direct. On verra ce qu'il en fait. Il doit nommer un certain nombre une commission d'historiens pour... Bon, l'histoire, on la connaît. Ouais, merci, les exactions de la France en Algérie sont connues. Il est temps maintenant... Il ne s'agit pas d'entrer
rentrer dans une forme de repentance, mais de reconnaître, d'admettre ce qu'a été l'action de la France en Algérie. Connu et non reconnu. Voilà, oui, connu et non reconnu, c'est ça le problème. Donc il faut reconnaître et admettre ce qui s'est produit en Algérie pendant plusieurs décennies. Ensuite, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie n'a rien à dealer avec la France. Aujourd'hui, il y a la crainte des Européens et de la France en particulier, c'est que il y a de gros investisseurs en Algérie qui sont les Chinois et les Russes, et donc ce dont a peur la France, c'est que la Russie mette la main sur l'Algérie, qui est à 1 heure de vol de Marseille, quoi. Donc c'est ça la réalité de la question algérienne aujourd'hui. Donc qu'on arrête de nous prendre pour des jambons. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, halal, oui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a rien à donner, n'a rien à offrir à l'Algérie, même si, alors évidemment, les Algériens sont polis, sont des gens éduqués, et donc Madame Borne sera accueillie, et elle est accueillie, en ce moment même, puisque je crois qu'elle est arrivée hier et ils doivent repartir aujourd'hui. Oui. Donc elle est accueillie avec toute la chaleur et toute la bienveillance qui caractérise le peuple algérien, mais à mon avis, il n'en ressortira rien de concret. J'irais même les peuples maghrébins pour être plus large. Ali, c'est bon, arrête de faire tourner les cheveux de toi. Ali. Alors moi je vais avoir une parole peut-être un peu plus optimiste. Sans ton marteau. Voilà, plutôt optimiste. Si t'es trop optimiste, laisse-le parler. Moi je pense qu'effectivement, en général, dès qu'on va parler d'Algérie, on est là, la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance. Là-dessus, effectivement, il n'y a pas de problème. Effectivement, le président a nommé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le contexte géopolitique, au contraire, pour nous, pour l'Algérie, c'est une opportunité. Je suis d'accord avec toi. C'est une opportunité parce que maintenant, le rôle peut-être de l'Algérie ou de ces pays-là qui étaient peut-être, comme tu l'as dit avant, Amine, peut-être faible, aujourd'hui, on se rend compte que peut-être que l'Algérie peut avoir un rôle à jouer et qu'au contraire, il faut saisir ça en opportunité. Et aujourd'hui, il ne faut plus laisser la place à... Parce que quand on parle de la France et l'Algérie, on n'entend parler que des pieds noirs, des harkis, de tous ces massacres-là, effectivement, comme l'a souligné avant Gamel. Ça, c'est un pan de l'histoire sur lequel il faut travailler. Et là-dessus, je suis complètement d'accord avec Gamel, il faut travailler là-dessus. Mais est-ce que pour autant, aujourd'hui, on ne doit pas aller vers ce qui nous unit, aller vers de l'avant. Et par rapport à ce que tu disais, Gamel, effectivement, sur le plan économique, et moi vous imaginez comme la France, on est en France, avec l'Afrique du Nord, on a la même langue, on a des outils, on a les mêmes langues, on a la même culture, c'est des pays qui connaissent l'Algérie, nous on connaît la France, on vit en France. Donc arrêtons avec toujours ce côté quelque part un petit peu belliqueux, comme si nous on va résoudre un problème d'histoire. Non, je pense qu'aujourd'hui il faut aller de l'avant, et peut-être l'Algérie doit peut-être montrer ses armes, c'est vrai, tu parles avant. Alors je peux déjà vous donner l'information, la France n'aura ni de gaz ni de pétrole de l'Algérie. Pour la simple et bonne raison, c'est que il y en a pas assez. Donc c'est pas question de vouloir donner ou tout ça. Ça me fait rire quand il y a des contrats, faut être un peu sérieux. Les contrats sur l'énergie, c'est des contrats sur long terme. Donc on a des contrats avec l'Italie, on a des contrats avec l'Espagne. On va pas demain matin donner plus à la France, produire plus, on ne peut pas. Sinon l'Algérie le ferait. Et à mon avis, pourtant le prix, Enrico l'a demandé. Hein. Pardon. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au contraire, je pense qu'au contraire, c'est plutôt, et je vais peut-être vous surprendre, qu'un pays comme la France se déplace avec 16 ministres de la République française en Algérie, c'est plutôt un respect que l'on témoigne envers l'Algérie. Mais c'est un peu tard, ça vient un peu tard, c'est ce qu'on peut reprocher à la France. Ça a été super apprécié à Alger. Mais peu importe, il faut penser aux générations futures. L'Algérie, c'est un pays, Gamel parlait avant, le Maghreb, de façon générale, c'est un pays où il y a des opportunités en termes de marché, il y a des choses à développer. On ne va pas passer notre temps... La seule différence, c'est que c'est unissant dans un sens. Non, mais peut-être, c'est peut-être là où Amine, nous, et comme l'a dit Gamel avant, peut-être force de proposition, de parler avant d'échange, et là, il a raison. Alors effectivement, on peut parler peut-être de start-up, mais à côté, peut-être l'entreprise française, publique ou forte ou privée, va dire, est-ce que j'ai une assurance en m'installant en Algérie? Et c'est là, et je pense qu'il faut aller en opportunité. Notre sage Ali. Non, mais il faut arrêter, parce que moi, j'ai été en Algérie, sincèrement. Oui. J'ai été plusieurs fois en Algérie. T'as mangé de l'huile d'olive? J'ai effectivement, et je pense sincèrement que... T'as mangé des dattes? J'ai mangé des dates, j'ai bu de l'huile d'olive, j'ai mangé la pizza, j'ai mangé le choix, j'ai tout mangé. Non, mais sincèrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe notre temps, dès que c'est la guerre d'Algérie, c'est les harkis, les pieds noirs. Non, mais il y a ça raison, il faut sortir de l'histoire. Faut arrêter. Aujourd'hui, moi, mon fils, ou même moi, pour moi, l'Algérie, c'est un pays d'opportunité, c'est un pays où... Par contre, et là, peut-être je rejoins peut-être Gamel,
peut-être que là, les données géopolitiques peuvent changer. On peut échanger. Et là, je rejoins Gamel, d'égal à égal. Et moi, ce que je souhaite... c'est ce que souhaite l'Algérie maintenant. C'est ce que moi, hein. je souhaite. Et là, je rejoins Gamel, c'est que je veux qu'aujourd'hui, les rapports soient... L'Algérie est, entre guillemets, indépendante, peu importe, voilà. Mais aujourd'hui, sincèrement, moi, je donne mon avis, hein. J'ai plus d'affinité à ce qu'on travaille, que la France ait des marchés, que les Chinois. Parce que les Chinois, je pense pas qu'ils s'intéressent spécialement à l'Algérie. Hein. Tu vois, les Chinois, mis à part prendre leur oseille et faire des projets et nous ramener des prisonniers. Tu sais, les Chinois, quand ils construisent en Algérie, n'apportent rien à l'économie algérienne. Hein. Par contre, on a plus de choses à faire avec la France. On a la langue, on a des choses à faire et qu'on arrête. Parce que t'imagines, sinon, c'est tout le temps la même chose. C'est des discours stériles qui vont jamais finir. Donc c'est une opportunité. Hicham Terak, rapidement, parce qu'ils t'ont tout pris, ton temps de parole. Parce que je vois que ça parle beaucoup. Pardon, Hicham. Bien, c'est du bon contenu. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, c'est beaucoup d'esbrouf. On est juste dans le côté. On essaie de draguer un peu les Algériens, leur montant un soi-disant respect, en leur ramenant du monde. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça colle avec la politique qu'il y a en France aussi, tu sais, parce que souvent dans les plateaux de télé, on tire à boulet rouge sur l'Algérie, le Maghreb en général, on va dire. Et puis là, du coup, parce que c'est la crise, parce qu'on risque de manquer d'essence, parce qu'on risque de plein de choses, ah bah tiens, il y a les Algériens qui sont là en fait, tu vois. Et je trouve que non, c'est comme je l'ai entendu là, c'est des contrats à long terme. Soit on se regarde entre les yeux et on se dit bon, concrètement, on veut bosser ensemble, d'accord. Bon, allez, vas-y, on met sur la table tout de suite ce qui ne va pas, surtout ce qui n'a pas été, et on essaie de le résoudre. Et à partir de ce moment-là, quand tu viendras avec tes 16 ministres, peut-être que là, ouais, c'est peut-être vraiment du respect. C'est la politique de la fuite, en fait. Hein, mais concrètement, franchement, la fuite en avant. C'est la première fois que j'entends 16 ministres. Quand même, c'est un truc de fou. Qui partent. Arrêtez. Non, mais je peux te poser une question, Hicham. Tu es en train de dire l'esbrouf vis-à-vis des Algériens. Là, quelque part, en disant ça, tu es en train de un peu sous-estimer les Algériens. Genre, les Algériens n'ont pas besoin qu'on vienne à 16. Hein. Bah non, pas besoin qu'on vienne à 16. Ils sont pas idiots, les Algériens. Parce que tu connais le mental et le caractère algérien. Et raison plus. L'Algérie n'est pas impressionné par juste que ça arrive, ça a été apprécié, c'est tout. Voilà. Quand tu dis au secours les pompiers. Mais pourquoi? Alors je peux te poser une question. Non, tu peux pas te poser de question, c'est fini. Voilà. Il y a la pub et puis dans un instant il y a Mam qui va nous raconter la belle histoire. Dommage, il y avait un truc à dire quand même. Quoi? Mais c'est bon, t'as déjà assez parlé. Non, il y avait un truc à dire quand même. Il a parlé pendant 10 minutes. Le jour où la France a vraiment une relation apaisée, les questions mémorielles sont des questions qu'on peut mettre en périphérie. C'est le jour où elle fera ce partenariat, un vrai partenariat, où on va, comme les Allemands l'ont fait avec les pays de l'Est, où on aura une production, une coproduction, c'est tout. A tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio et c'est l'heure de retrouver Mam pour la belle histoire des génériques et pour cette émission culte des années 80, avis de recherche. Dans quelques instants, nous allons nous retrouver pour porte-bonheur, vous le savez. Mais dans une semaine, précisément, à cette heure-là, à 20h35, débutera une nouvelle émission que vous retrouverez les 3 autres vendredis de chaque mois, le jeu de la vérité. Et le 11 janvier, vendredi prochain, ce sera Alain Delon qui se prêtera à ce jeu de la vérité et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous désirez. Je vous souhaite une bonne soirée sur TF1. En fait, on la passe ensemble. Alors à tout de suite. La belle histoire des génériques, le jeu de la vérité. Un talk-show qui marquera les téléspectateurs comme les stars qui y ont participé. Nous sommes fin 1984 et la vedette d'alors de TF1, Patrick Sabatier, présente le grand show Porte-Bonheur et il annonce, avant, dans la foulée, l'arrivée en janvier 1985 d'une nouvelle émission appelée Le Jeu de la Vérité, une émission en direct des studios Louis Chobon. Le principe est simple, une star médiatique du monde de la chanson, du cinéma ou du théâtre est invitée sur le plateau à répondre aux questions sans détour des téléspectateurs de TF1 par téléphone au standard SVP 787 22 22 ou dans le public présent au studio. Le premier invité est un bon client, Alain Delon, himself, le vendredi 11 janvier 1985 à 20h35 sur la 1. L'émission est un triomphe en termes d'audience et le programme sera bientôt un passage obligé pour toutes les stars. Ainsi se sont succédés des grandes vedettes telles Annie Girardot qui cracha par terre pour dire je le jure, Dalida, Guy Bedos, Enrico Macias, se livrant à cœur joie aux questions, Serge Gainsbourg la provoque à l'état pur de gitane, Alice Sapritch et son « Mon chéri ». Il y eut des jeux de la vérité plus périlleux que d'autres, dont certains ont failli coûter des carrières et sont restés dans les mémoires. Le calvaire de Sophie Marceau, qui a eu à répondre à des questions méchantes sur son physique et sur son jeu d'actrice. Des attaques tellement méchantes et gratuites que l'actrice traumatisée n'a plus souhaité participer aux émissions de Patrick Sabatier ou encore le jeu de la vérité de Chantal Goya en décembre 1985 en plein spectacle du mystérieux voyage de Marie-Rose. La prestation de la chanteuse fut si incompréhensible aux yeux des téléspectateurs de l'époque qu'elle le paya au prix d'une grosse traversée du désert. L'émission fut mal préparée de part et d'autre.
Heureusement néanmoins que le jeu de la vérité reflète des moments d'anthologie, comme à Cannes 1985, le 17 mai, avec le regretté Coluche. Entre moments drôles et cocasses, moments sérieux et émouvants, l'humoriste fait son grand retour sur la scène humoristique nationale. Tout le monde se souvient des rigolades du siège pour bébé avec l'inscription menteur professionnel, ou encore l'utilisation des 2 jokers d'entrée de jeu, ne donnant pas la possibilité à 2 téléspectatrices de poser leurs questions. L'émission s'arrête en diffusion le 30 mai 1986. En ce qui concerne le générique, qui est un générique sans parole, elle est signée Gérard Augustin, qui a signé la plupart des grands génériques des émissions de Patrick Sabatier, générique que je vous propose d'écouter dès à présent. Voici Le jeu de la vérité, 1985-1986, TF1. On s'en souvient de cette émission et c'est vrai que j'avais oublié d'ailleurs que ça s'appelait Le jeu de la vérité, j'avais dit l'heure de la vérité, je me suis planté et surtout que à l'issue de cette émission, Chantal Goya avait traversé une grosse traversée du désert hein. Et justement tiens, s'il y a un moment culte dans cette émission à retenir, c'est celui-ci, écoutez, Coluche qui participe à cette émission et qui répond à une question sur la guerre. Je n'en veux pas spécialement aux anciens combattants, j'en veux au cinéma qui est fait autour de la publicité qu'on fait à la guerre de cette manière-là. Et je trouve que la guerre ne vaut pas qu'on lui fasse cette publicité-là, sauf si c'est orchestré sciemment. Madame, est-ce que vous avez quelque chose à... Oui, je permets un mot. Oui, madame, je vous en prie. Papa est un ancien combattant de 14-18. Le mien aussi, oui. Il a fait 4 années de tranchée, donc je n'ai absolument pas aimé votre parole. Vous n'avez pas de respect pour ces hommes qui ont tant souffert moralement et physiquement. Oui. Donc je n'ai pas apprécié votre parole, absolument pas. Ben oui, je comprends. Manque de respect pour les anciens combattants. Je comprends que ça vous touche, mais bon... Ça va pas vous toucher. Ben oui, mais les Allemands ont fait 6 millions de morts chez les Juifs, ils en ont fait 20 millions chez les Russes. Oui, mais là n'est pas la question. Les Américains ont fait 150 millions de morts chez les Indiens, et puis bon, qu'est-ce que vous voulez, voilà, c'est la guerre qu'il faut arrêter, c'est pas les anciens combattants qu'il faut... Il faut pas glorifier les anciens combattants, c'est pas un moyen d'arrêter la guerre, à mon avis. Non, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, hein. Voilà. Moi, les mecs qui défilent avec des médailles sous presque qui étaient, je sais bien que c'est des victimes, mais que ceux qui ont eu la chance de pas vivre la guerre soient régulièrement alertés par ça, c'est faire de la publicité à la guerre, c'est tout. C'est tout, et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de faire de la publicité à la guerre. Il faut que les anciens combattants défilent pas comme des victimes, mais se réunissent pour dire qu'il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Il faut pas faire une publicité comme ça, c'est pas bien. Madame, Extraordinaire ce monsieur, franchement. Grand respect. Hein. Ouais. Franchement, ça manque des gens comme ça, autant engagés, clairement. Ouais, c'est beau. Moi, Coluche, il manque beaucoup, hein. Il manque beaucoup ce mec, franchement. On a le temps d'un petit quiz, là non, on va se faire la pub, comme ça on s'en débarrasse, et puis on se fait le quiz dans un instant. Et surtout la battle qui a bien marché d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un peut aller voir les résultats sur Twitter, s'il vous plaît? Parce que voilà, j'ai pas ma collaboratrice aujourd'hui. Sur Twitter, donc la question est toute simple. Blocage, pénurie de carburant. Approuvez-vous le blocage des raffineries? Vous avez été beaucoup à voter. Le résultat est, s'il vous plaît? Match nul. Non, quoi, mais ne dis pas n'importe quoi. 72% oui. Merci Amine. Et 28% de non. 72% de oui. Qu'en pensent nos débatteurs? Ils en débattent dans un instant. Est-ce que vous approuvez ces blocages de raffinerie? 01 40 33 9000 pour jouer les arbitres. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour cette dernière partie dans un instant. Et avant la battle, un très rapide quiz, des amis. Il fallait qu'on le fasse. Le quiz. Amina, Ali, Aminsa et Hicham Terak. L'équipe de deux, comme 2 contre 2. Allez, on fait l'équipe. Gamel contre Amine et Hicham. Allez, c'est parti. Selon l'ONU, quel est le premier pays exportateur mondial de cannabis? Le Maroc. Bonne réponse. L'Afghanistan. N'importe quoi. Premier point, l'équipe Kamal Ali. Attention, en pleine crise économique, qui s'est augmenté discrètement de 250 € par mois? Les patrons? Non. Non, les députés. Oui, les députés 250 et les sénateurs, et c'est absolument. Passant ainsi leur salaire à 7493,50 tout à fait euros brut. C'est l'inflation. C'est logique. Inquiétude, j'en ai parlé tout à l'heure dans les boulangeries. Qu'est-ce qui va augmenter de 40%? La baguette. Eh oui, la baguette. Entraînée selon les boulangers par le prix évidemment à cause de la crise en Ukraine, et de l'énergie, de la crise. L'énergie, ça se fait un peu plus. Le cri du pipeau, c'est vrai. À quelle date, messieurs, Didier Deschamps
va dévoiler la liste des joueurs français pour le mondial. Pas du tout. Bientôt, dans une semaine. Attends, dans une semaine, elle est prête déjà la liste. Pas du tout. Le 15... C'est au mois de novembre, mais quel jour le 13 novembre. Non, pas le 13, c'est 11. Non, le 7, 8, non. 9 novembre, effectivement, sur TF1 dans le journal de Gilles Boulot. Et dernière question, après plus de 120 ans de service, qu'est-ce qui va disparaître dans le métro parisien? Les tickets. Le ticket cartonné. Et pas de réponse. Victoire de l'équipe à l'aise de Monsieur Abina et de Monsieur Ali. Victoire, ça, hein. Allez, place à la battle. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. Alors vous le savez, la crise qui vit une crise du carburant en ce moment avec des raffineries toujours bloquées et d'ailleurs la grève a été appelée à continuer à l'image de ces salariés qui demandent des augmentations de salaire. Une grève d'ailleurs qui pourrait s'étendre, nous dit-on, à certaines stations de service. 72% approuvent le mouvement pour répondre à notre question Twitter sur le grand forum FM2. On va donner la parole à celui qui est totalement contre et qui n'approuve pas. Gamal Abina, pourquoi tu n'approuves pas ces blocages de raffineries? Parce que moi je suis partisan de la grève du zèle. J'aurais préféré qu'il propose l'ouverture gratuite des raffineries plutôt que de sanctionner une population qui n'a rien demandé. Je rappelle qu'il y a les professionnels de la route, taxis, transporteurs et autres, dans le secteur du bâtiment et tout le secteur réel de l'économie, qui vont être durablement impactés parce qu'effectivement, et je connais une société pour ça, ne pourront pas livrer leurs clients. Donc il y a quand même un problème, c'est prendre en otage la population parce que, et ils ont raison, il faut une augmentation de salaire, ça pose problème. Ensuite, je suis pas tellement pour les augmentations de salaire. Moi, depuis le début, je dis il faut un gel des prix. Il faut faire en sorte que les spéculateurs, on leur casse les pattes parce qu'ils en profitent. C'est ça mon problème. Donc je ne vois pas pourquoi ils demandent une augmentation. On devrait baisser les prix. Total a fait 10 milliards de bénéfices, qu'ils baissent leurs bénéfices. Très bien. Amine est un peu partagé. Moi, je suis un peu partagé, mais je voudrais dire 2-3 choses avant de dire pourquoi je suis partagé. D'abord, parce que moi, je suis évidemment pour le droit de grève. C'est un droit qui est reconnu et garanti par la Constitution. Après, il y a deux types de grèves. Il y a la grève qui vise à impacter l'activité d'une entreprise pour forcer la direction à négocier. Puis il y a la grève dite générale, que l'on connaît, qui vise plutôt à s'opposer, soit à une réforme, à un texte, etc. Et donc qui vise à impacter l'ensemble du pays. Là, on est visiblement face à une situation où le sujet, c'est qu'il y a même pas eu négociation, puisque la négociation était prévue en janvier, elle a été avancée au mois de novembre, les syndicats, en l'occurrence la CGT, dit il faut avancer encore, et ce à quoi Total a répondu ok, puisqu'il y a une négociation qui s'ouvre cette semaine, mais comment on peut bloquer avant même d'avoir négocié? C'est ça qui me pose problème. Donc oui à la grève, entre les deux. Oui aux revendications, il faut que les salaires augmentent au même moment où Total distribue 3 milliards d'euros de bénéfices à ses actionnaires. Donc je suis pour l'augmentation des salaires, je suis pour les revendications, mais en revanche on ne prend pas l'ensemble du pays en otage, on va impacter tout un tas de secteurs d'activité, alors même que l'objectif au départ c'était d'impacter l'activité de Total et non pas l'ensemble du pays. Et donc voilà pourquoi je suis partagé sur Ali est totalement pour. Oui, enfin, il approuve. Oui, j'approuve. Bon, effectivement, les arguments d'Amine, effectivement, sont largement recevables, mais une entreprise qui peut-être n'avait pas prévu en 2022 de faire autant de bénéfices, parce que là, on ne parle pas de millions, hein, on parle de milliards. Donc, 11 milliards au premier semestre. 11 milliards au premier semestre. Je pense pas du tout que dans le business plan, celui qui a fait le budget, là, d'ailleurs, de Total, avait prévu autant d'argent. Donc, à budget exceptionnel, mais là c'est en plus en hausse, c'est pas des petites hausses, hein, t'imagines, c'est important. On est capable, je pense, de pouvoir anticiper les négociations, voilà, à partir du moment tu es dans une dynamique positive, tu as les moyens donc à la limite que tu dois faire au mois de novembre, au mois de janvier, mais que les syndicats te mettent un peu la pression en disant écoutez on l'a fait maintenant, tu as les moyens, pourquoi volontairement tu décales un peu? Est-ce qu'ils auraient eu la même, tu vois, est-ce qu'ils ont la même, les actionnaires, faut leur finir leurs dividendes, ils font leurs dividendes. Donc là sincèrement, là il y a un contexte positif, faut donner. Maintenant, on sait qu'en France, le seul moyen, et c'est que Total, hein, parce que c'est bien que les stations Total qui sont en grève, hein, pas les autres stations. Donc effectivement, et ça impacte tout le monde. Ça impacte tout le monde, effectivement. Ça. Et par contre, ça nous fait acheter le gasoil à 2,29 € dans les autres stations. Et oui, il est à 2,29 € à la station, les stations classiques à Via. J'ai envie de dire quand même. Non, Hicham Terrasse. Ah oui, ça, Julie. Hicham, excuse-moi, il a trop d'arguments. Ouais. Non, écoute, moi je suis pour comme. Ali. Je trouve que ça, c'est peut-être pas aussi profond, mais je pense que ça va
réveiller les gens en fin de compte. Peut-être que là, je sais pas, autour de vous, autour de nous, on a dû remarquer qu'il y a des gens qui commencent à se poser des questions, mais pourquoi c'est aussi cher? Donc alors, tout de suite, tu penses aux arguments, c'est la guerre en Ukraine, mais il n'y a pas que ça finalement. Et je pense, voilà, moi je suis pour, en fait, pour ce blocage, et en même temps, c'est bête à dire, mais quand tu te gaves autant, arrive un moment, si tu redonnes pas, c'est que t'as pas prévu de donner, donc tu vas continuer là-dessus. Et il faut que des gens arrêtent ce processus. Ouais, voilà. Gamin, le dernier mot. Un dernier mot, simplement, c'est que c'est la CGT qui est à la manœuvre. Ouais. La CGT a organisé une manifestation le 29 qui est un échec, une fois de plus. Et la CGT a besoin de faire un coup de pression. J'apprécie pas la méthode qui consiste à faire un coup de pression, alors qu'on sait que Total va dire oui, évidemment. Et j'apprécie pas le fait qu'on prenne les gens en otage. Une dernière chose, Christophe, oui, juste, il n'y a pas vraiment de pénurie, c'est ça qu'il faut que les gens entendent. Il y a en effet le succès de la ristourne à la fois du gouvernement et de Total, il y a aussi les blocages des raffineries depuis 2 semaines, mais il y a surtout l'empressement des Français aux stations essence, et c'est ça aujourd'hui qui crée cette pénurie majeure. On se souvient pendant le confinement avec la pénurie du papier toilette. Il y en a beaucoup qui ont besoin de s'essuyer le... Bon, merci. Bah oui, écoutez, ils sont propres, voilà. C'en est terminé pour cette battle. Merci à tous les quatre, vous avez été très bons aujourd'hui. Merci mon Hicham, merci mon Ali, merci mon Kamal. Merci à Nadia de Saint-Etienne, absolument. Et rendez-vous demain. Non, c'est Fatima, tu vois, demain, Fatima. Il l'embrouille direct. Ah, il m'embrouille là. Demain, on recevra Kamal Abdad, qui est un humoriste que j'aime beaucoup. J'ai déjà été voir en spectacle à Paris. Il sera de nouveau en spectacle à partir du 13 octobre. Et demain, on va faire une émission spéciale autour du carburant. Les bons plans pour trouver les bonnes attitudes, justement. Peut-être aussi demander aux gens de se calmer, de pas aller forcément, bien qu'il nous reste les 3/4 d'essence, d'essayer d'éviter d'y aller quand il y a une grosse influence. Alors, juste une petite information, Christophe, pas loin de chez moi, il y avait la police à la station-service, et certaines personnes qui avaient un peu d'essence, notamment la moitié, le policier demandait à la personne de rien mettre et de laisser la place aux autres. Mais ça, c'est bien. Et il y a eu plein de voitures qui ont été siphonnées aussi, hein. Plein de voitures des voitures. Des voitures, ils sont fait siphonner. Moi, j'ai fait la queue pendant 1 heure et après, il n'y a plus de... On a l'impression de revenir. Moi, j'essaie de tenir, là, j'avais une moitié plein depuis le début, j'essaie de tenir jusqu'au bout. À pied. Moi, ça se passe à base de croquettes, donc ça va. Tout va bien. Merci à tous. Demain, on est de retour demain sur France Magazine pour le beaucoup moins cher. Ouais, c'est beaucoup moins cher. Le plein, ça coûte moins cher et ça dure plus longtemps. Dans un instant, Medjahed pour la roubla jusqu'à 20h. Salut à tous, à demain. À bientôt. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'écouter France Maghreb 2, il est 18h. Tout de suite, c'est l'heure des infos, le journal. Rendez-vous demain, ciao à tous.